Bonsoir ou rebonsoir. Le bras de fer se durcit très fortement autour du gaz russe. La menace d'une coupure par la Russie fait craindre des pénuries, inquiétudes grandissantes sur nos économies. On va venir dans un instant à la très forte déclaration tenue par Elisabeth Borne tout l'instant sur le risque d'un rationnement. Mais d'abord, ces images que nous recevrons, je vous le disais, de Dnipro, la ville bombardée apparemment par un missile. J'aimerais tout de suite avec vous, Myriam Descraffray, vous êtes spécialiste des questions de défense, qu'on essaie de comprendre ce qui se passe exactement sur ces images, ce qui serait un tir de missile, c'est bien ça? Alors, spécialiste des questions de défense, mais j'étais pas sur place il y a 5 minutes ou 10 minutes quand le tir est arrivé. Je pense que c'est quand même un point important à expliquer aux auditeurs. Alors, ce qu'on peut dire de manière synthétique, c'est qu'effectivement, depuis quelques semaines, l'armée de Poutine, en fait, systématise les tirs dans la profondeur du territoire ukrainien et tape en particulier désormais les voies de communication et les nœuds de communication. Ça, c'est une donne qui est nouvelle depuis quelques semaines. Et là, on vient de sortir d'une phase très importante qui est gagnée à la fois militairement et politiquement par les Russes, c'est-à-dire avoir percé en quelque sorte le front à Lysychansk. Et on attend de savoir exactement ce que vont faire les Russes maintenant. Donc là, visiblement, ils préparent le terrain dans plusieurs directions. Dniepro fait partie de ce gros nœud qui permet de franchir le Dniepr au sud de la capitale, nœud qui est également un nœud économique important. Donc c'est évidemment un verrou pour la suite. Pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour savoir dans quelle direction l'offensive russe va maintenant se diriger. Général Chauvency, ce qu'on voit sur les images, en particulier le projectile, qu'est-ce qu'on peut déduire de l'image même? Non, pas grand-chose. Ce qui est important, en fait, c'est pas tellement le missile qui part, c'est le missile qui arrive. Donc on voit qu'il y a des destructions. Ce qui est intéressant de savoir maintenant, c'est quel type de destruction sont à l'arrivée. Est-ce que c'est une destruction militaire ou une destruction sur des cibles civiles? Et je crois que c'est là le message. Le missile, en fait, n'est rien dans cette affaire-là. Qu'il soit de croisière ou qu'il soit non de croisière, parce que c'est deux types de missiles que nous avons, le fait est là. Et il y a une destruction. Est-ce que c'est bien une cible militaire qui a été détruite? Est-ce que c'est une cible civile? Et après, on peut réagir différemment en fonction de cela. Pierre Lerin, la situation géographique de Dnipro, l'importance du Dniepr, ce fleuve qui est si large par endroits, c'est vraiment un obstacle naturel décisif dans cette guerre. C'est un obstacle peut-être décisif, mais je crois que ce qui est important à Dnipro, ce n'est pas tant le Dniepr, c'est surtout le fait que c'est une forte concentration d'industrie militaire. C'est là que se construisent ou que se construisaient les principaux missiles balistiques à l'époque soviétique et après en Ukraine, en particulier l'usine Yuzhmash, qui est également un centre de recherche. C'est une cible dans la mesure où, effectivement, il y a toujours des recherches et des fabrications. Et par ailleurs, ce que visent les Russes en dehors des centres de ravitaillement, les lignes de communication, etc., c'est également d'empêcher l'arrivée sur zone des armements occidentaux qui arrivent d'une manière assez continue maintenant, et il s'agit donc de bloquer cette avance d'armes européennes et américaines. Ludmila Totieva. Sauf que, pour l'instant, ce qu'on a vu et tous les bombardements qui se sont faits, c'était sur les civils. Il n'y a aucun rapport qui marque que c'était une cible militaire qui était au final visée et c'était réussi. C'est ça la question. Pour nous, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'Ukraine, elle a su utiliser très bien les HIMARS qui étaient donnés par les Américains pour bombarder plus que 30 dépôts d'armes dans la profondeur de la région de Donetsk et de Lugansk et dans le Kherson. Là, je pense, c'est la riposte comme Vinnytsia, comme Kherson, et c'est aussi une sorte de manière de mettre la pression, de mettre le terreur, le temps qu'il y a aussi des négociations sur le blé et sur d'autres points qui sont très stratégiques pour l'Ukraine. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, vous avez mentionné Vinnytsia, c'est un des bombardements les plus récents et les plus meurtriers. On a là aussi de nouvelles informations, Garance. Regardez d'abord le symbole de cette frappe meurtrière, Lisa, 4 ans, qui se promenait avec sa mère au moment de l'attaque. La séquence a été publiée sur les réseaux sociaux juste avant la frappe et elle a été reprise par les autorités ukrainiennes dans ce tweet. La fillette est décédée sur le coup, comme 2 autres enfants. Au total, on décompte 23 morts, 70 personnes hospitalisées et 29 disparues. Et ce sont principalement des civils, puisqu'à Vinnytsia, nous sommes dans le centre de l'Ukraine, loin des lignes de front. Voilà pourquoi le président ukrainien parle d'un acte ouvertement terroriste.
La Russie, elle, ne reconnaît pas de bavure. Elle affirme, comme à chaque fois, avoir frappé des cibles militaires, en l'occurrence la maison des officiers, où se serait réunie la résistance ukrainienne. Patrick Martin-Genier, l'accumulation de ces cibles civiles, parce qu'il y a Vinitsa, effectivement, il y avait le supermarché dans les jours qui précédaient. Oui. Il y a visiblement une imperméabilité de la Russie à toutes les condamnations occidentales. Ah, tout à fait. Le droit international ne l'empêche pas de dormir, Vladimir Poutine. Et il y a un chiffre qui est très intéressant qui a été publié par le ministère ukrainien de la Défense. C'est 70% des missiles touchent des cibles, ou plutôt les missiles touchent 70% de cibles civiles. Donc on a beau dire parfois qu'il y a des erreurs, que l'armement n'est peut-être pas si efficient que cela. Il se trouve que c'est la grosse majorité des cibles qui sont civiles. Et ce qui est impressionnant, c'est que les Russes veulent toujours justifier. Ce bâtiment était sans doute un ancien bâtiment militaire soviétique. Mais on sait que c'était devenu un bâtiment culturel, social. Il y avait beaucoup de monde et donc il y avait beaucoup de rassemblements et de fêtes. Et donc ce n'est pas par hasard, on le savait très bien, si on a visé cet objectif. L'objectif, c'est bien de toujours, malheureusement, de terroriser la population. Question très naïve, comment expliquer les disproportions de stratégie apparentes? Il y a des endroits où on comprend bien la logique russe qui est vraiment d'avancer comme un rouleau compresseur, comme à Mariupol par exemple, et en d'autres endroits, il y a un tir contre une ville, et puis après, quelques jours plus tard, c'est en tout cas l'impression qui se dégage. L'impression qui se dégage est celle-là, mais c'est simplement parce qu'on se focalise sur un certain nombre de tirs. Mais en fait, les Russes, l'artillerie russe et les missiles russes ciblent systématiquement tous les déplacements, tous les dépôts de matériel et de troupes ukrainiens. Donc, lorsque les autorités ukrainiennes disent que 70% des missiles touchent des civils. Oui. Ce sont les Ukrainiens qui le disent. Je crois qu'il y a autant de volonté de détourner un peu les faits en leur faveur que du côté russe de nier, etc. Excusez-moi, là, on est dans la guerre de l'information. Non, parce qu'il y a un fait qui est important, c'est que ce qui a détruit le centre de Vinnytsia, ce sont 7 missiles. Voilà. 7 missiles qui ont été tirés à partir de la mer Noire et 4 ont été interceptés par les Ukrainiens et les autres ont atteint leur cible. Donc, Yves, c'est la même chose. C'était 10 roquettes qui étaient lancées, 2 qui ont touché effectivement les bâtiments. C'était quoi? C'était 2 universités. Université nationale, une université qui était sur la construction des navires. Alors, pour Poutine, c'est capital. Pourquoi il le fait? Je vous dis pourquoi il le fait. On a des alertes qui retentissent sur tout le territoire de l'Ukraine, chaque fois, parce qu'il veut terroriser davantage, parce qu'il veut faire peur aux Ukrainiens, qui ne savent pas, dès qu'ils sont dans la guerre, dès que vous continuez, il dit aux Ukrainiens de résister, moi je veux faire ça, je vais frapper là où je veux. Et vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est une manière de terroriser. Il va continuer de le faire. Et pour nous, c'est pas une question de... C'est vraiment pour faire peur. Et sinon, quelle option? Baissez vos armes. Juste laissez-vous faire. Et c'est ça, c'est cette image-là qui est envoyée. Luzmila Totieva, on va parler dans un instant des risques pour l'Ukraine de lassitude ou de relatif ralentissement de la mobilisation à l'Ouest, pour des raisons économiques notamment. Est-ce que vous constatez des signes parfois de découragement en Ukraine même? En Ukraine même, à l'intérieur. Écoutez, effectivement, il y a l'économie qui souffre énormément. On a des trous dans le budget, disons comme ça. Il y avait des chiffres qui étaient donnés récemment, en gros, qui disent que on a au moins 2 milliards de déficit fiscal de chaque mois, en fait. Et il n'y a pas, en moyen, même les aides qui étaient venues de l'Europe ou d'autres sources, ça ne couvre pas ce déficit. Effectivement, pour nous, ce qui est important, c'est de revoir la politique fiscale, comment faire en sorte qu'on puisse quand même faire marcher l'économie, le reste, ce qui reste, en fait. Parce que, vous voyez, ils ciblent les choses, ils ciblent aussi les usines, toute l'infrastructure, qui pourrait faire évoluer les choses chez nous. Et à quel point l'infrastructure est-elle touchée, Myriam Descraffret? On comprend que les voies ferrées fonctionnent en grande partie. Il y a beaucoup d'officiels qui viennent à Kiev, et c'est le nord. Dans d'autres parties du pays, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Alors en fait, pour compléter ce qui a déjà été dit, à Dniepro par exemple, il y a aussi des usines qui s'occupent de remettre en condition le matériel, de réparer le matériel. Et systématiquement aujourd'hui, les Russes visent les usines, des usines de matériel qui permettraient aux Ukrainiens en fait de réparer, de reconditionner leur matériel. Donc
On sait aujourd'hui que les missiles frappent systématiquement l'appareil industriel. Un chiffre a circulé puisque Zelensky lui-même dit qu'il a besoin de 5 milliards de dollars ou d'euros par mois pour relancer sa machine. Donc les dégâts sont absolument considérables. L'économie est par terre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une capacité de contre-offensive, de réoffensive de la part des Ukrainiens? On se rappelle évidemment certains actes réussis de la part de l'Ukraine quand ils ont abattu le bateau Moskva, par exemple. Et puis il y a ce fameux pont de Crimée qui paraît de plus en plus comme un objectif potentiel. Ce pont, on va le regarder, le voici, il fait 18 km de long, ce qui fait de lui le pont le plus long d'Europe. Et en réalité, il y a 2 ponts, ou plutôt 2 voies, à gauche une voie ferroviaire et à droite une voie routière. Ces 2 voies ont été inaugurées par le président Poutine lui-même en mai 2018, en grande pompe. Regardez ces images d'archives, parce que ce pont, c'est un point stratégique, un point de passage crucial dans le détroit de Kerch, qui relie la partie occidentale de la Russie à la Crimée, province ukrainienne annexée par les Russes en 2014. Et donc, c'est devenu le symbole de cette annexion. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est le point d'entrée, évidemment, des troupes et du matériel russe, notamment des chars qui continuent ensuite leur route vers Kherson. Et dans l'autre sens, la Russie se servirait aussi de ce pont pour piller les réserves des céréales ukrainiennes. Donc forcément, c'est aujourd'hui une cible stratégique pour les Ukrainiens qui ne s'en cachent pas, par la voix notamment du secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale d'Ukraine. Si nous avions l'opportunité de bombarder le pont, nous l'aurions déjà fait. S'il y a une opportunité de le faire, nous le ferons certainement. Fin de citation. Oui, la citation est un peu ambiguë parce qu'on se dit, est-ce qu'ils peuvent le faire ou c'est compliqué? Non, pas en ce moment. Non, on sait aujourd'hui que depuis Odessa, par exemple, ils arrivent à tirer sur l'île de Serpent. Il y a une 40aine de kilomètres. Donc voilà, ça donne à peu près une idée. Les nouveaux obusiers que les Américains ont commencé à livrer, les fameux HIMARS, là, avec les obus classiques, c'est de l'ordre de 70-80 km grand maximum. Si effectivement on y mettait des missiles, je crois qu'on pourrait atteindre les 300. Et là, à ce moment-là, on changerait et on entrerait à nouveau dans une nouvelle étape, si vous voulez, de la co-belligérance. On n'en est pas encore là aujourd'hui. On voit ces images impressionnantes de Vladimir Poutine. On est là en 2018, qui conduit lui-même les camions pour montrer la machine d'État russe qui prend possession absolument de ce territoire de la Crimée. En voyant ces images, on mesure l'immensité de cette guerre, de l'effort, mais pas seulement militaire, politique, étatique, de la Russie pour ce territoire de Crimée, et maintenant pour la suite. Pour répondre à votre question sur la contre-attaque, il serait tout à fait légitime pour l'Ukraine d'essayer de frapper ce pont. Mais ce qui a été dit, avec la citation qui a été citée, d'abord c'est du mois d'avril, donc c'est déjà il y a 3 mois. En gros, ça veut dire que depuis 3 mois, les Ukrainiens n'ont pas été capables de frapper ce pont. Ce qui veut dire qu'en termes de renfort militaire ou de capacité militaire, effectivement, comme tu l'as dit, il n'y a pas de moyen de détruire ce pont à la date d'aujourd'hui. En revanche, effectivement, ça serait une escalade majeure, puisque la Crimée coupée de la Russie, même s'il y a un contrôle de la zone sud de l'Ukraine, ça serait une catastrophe sans doute pour l'armée russe. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. Il a dit que si on s'en prenait à la Crimée, ce serait considéré comme une 3e guerre mondiale, parce que d'ores et déjà, la Crimée était considérée comme étant annexée de fait, si ce n'est en droit, et donc ce serait considéré comme une 3e guerre mondiale, si c'était apporté avec les armements HIMARS, notamment des Américains. S'il faut résumer le constat sur la capacité de contre-attaque des Ukrainiens, on a beaucoup dit au début de la guerre, très grand courage, mobilisation, femmes, hommes, des civils qui s'entraînaient. Est-ce qu'on a continué là ou est-ce qu'il y a une petite décrue au contraire? Non, aujourd'hui on est clairement dans une décrue. Aujourd'hui ce que l'on peut constater, c'est que c'est Poutine qui maître du temps. C'est lui qui donne le tempo de la manœuvre jusqu'à... la semaine dernière, il y a en ce moment un petit flou, mais globalement, c'est lui qui a impliqué son tempo sur le terrain. Clairement, les pertes ukrainiennes sont considérables. On n'a pas les chiffres, mais tous les chiffres qui circulent dans les états-majors disent à peu près la même chose. C'est-à-dire, quelle ordre de grandeur? On cite des chiffres de 15 000, mais en fait, on pense que c'est sans doute largement sous-évalué du côté ukrainien, des pertes humaines et des pertes matérielles considérables. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc maintenant, la question est de savoir si, enfin, l'aide américaine va porter son effort pour rééquilibrer l'effet de masse, comme disent les spécialistes.
On est en train d'actualiser les chiffres du côté ukrainien parce qu'on dit que ce serait, on disait il y a quelque temps, c'est 200 militaires qui meurent tous les jours. On dit maintenant entre 300 et 500, d'après donc les sources proches du président Zelensky. Mais c'est énorme, vraiment. Si on est à 400 ou 500 par jour, on a même 500. on peut se rendre compte. Ça va même 500 par jour. Donc c'est énorme. Par jour. C'est pas avec les blessés? Non, c'est des morts. que des C'est morts. des morts, oui, des morts. Et ensuite, bon, non mais, alors comme disait monsieur, il y a peut-être un effet de propagande ou un effet de... En tout cas, c'est les chiffres qu'on cite. C'est, en tout cas, très sûr, entre 200 et 300 morts militaires tous les jours du côté ukrainien. Mais il y a beaucoup de pertes également du côté russe. Énormément de pertes, puisque tout le monde s'accorde pour dire qu'en ce moment, il y a une pause tactique parce qu'ils souhaitent regrouper leurs forces et recruter de nouveau des gens. On en est même à dire, selon la presse internationale, qu'ils iraient recruter des gens dans les prisons russes pour les mettre avec les milices Wagner pour continuer à lutter. Donc ils sont en train de recruter de nouveau et en fait on se retrouve dans un conflit. Vous savez, on parle de paix de négociation, mais un jour ça va s'arrêter de sa belle mort, si vous me permettez l'expression, parce qu'il n'y aura plus personne pour combattre, il n'y aura pas assez de combattants des deux côtés. La question elle deviendra politique. Est-ce qu'à un moment donné on doit arrêter ce conflit pour revenir sur les positions stratégiques, voire avant les frontières du 24 février. Enfin, pour revenir à votre question sur la contre-attaque. J'aimerais juste, pardon, oui. Avant de nous interrompre, Gérald, mais m'arrêter un instant, parce que ce chiffre est tellement énorme de 500 morts, si c'est vraiment ça, si on est dans cet ordre de grandeur-là, on l'a dit, très grande perte russe aussi, mais enfin, 500 morts pour l'Ukraine par jour, ce serait vraiment une saignée terrifiante. La bataille la plus sanglante, en fait, c'était la bataille de justement Severodonetsk et Lysychansk. Et moi, je ne peux pas la qualifier comme une percée de l'armée russe parce qu'ils ont mis 2 mois et demi sur un morceau de terre qui était vraiment. On pensait que voilà, ça va être reprise beaucoup plus vite. Et il faut expliquer pourquoi. Pourquoi ça a été aussi long? Il faut expliquer aux téléspectateurs. C'est vrai, c'est une vraie question. Pourquoi alors? Pourquoi depuis 3 semaines, les Russes, tout simplement parce qu'en fait, les Ukrainiens avaient réalisé des fortifications. Moi, j'appelle ça une ligne Maginot pour donner une idée aux gens, même si c'était un peu discontinu. C'est des points de fortification bétonnés avec des systèmes électroniques très performants que leur ont livrés les Américains. Et ils sont capables, grâce à du renseignement satellitaire, ces points d'appui, de s'auto-appuyer et de faire face pendant des semaines et des semaines à la pression. Ils ont tenu pendant des semaines et des semaines, grâce d'ailleurs à cet esprit de résistance que Zelensky a pu susciter, mais là on voit bien que Zelensky qui a suscité, c'est juste l'esprit de résistance qui est chez le peuple si vous ukrainien. voulez, il est juste là, le président. Si vous voulez, je voulais vous faire plaisir, pardonnez-moi. Et donc là on voit bien que le premier verrou a sauté, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y en a un deuxième derrière. Là, le terrain a été favorable à la résistance. Il y a du bois, de la ville, des collines. Derrière, c'est plus favorable aux manœuvres de chars, mais vous avez d'énormes hérissons ukrainiens qui sont Kramatorsk et Slaviansk. Donc, de toute façon, les choses vont durer. Pierre Laurin. Oui, effectivement, je crois que tout se lie, tout est lié. Il est très clair que aujourd'hui, les Russes sont dans une phase non pas d'attente, mais de regroupement de forces. Il s'agit de préparer l'offensive vers Kramatorsk et Slaviansk, qui sont vraiment les objectifs. Les zones à côté, en particulier bombardement sur Mykolaïev, mais ça c'est parce que c'est là que se prépare l'éventuelle offensive ukrainienne contre Kherson, et donc par conséquent, les Russes essayent d'empêcher les Ukrainiens de rassembler des forces dans cet endroit. Ils essayent également d'empêcher les armements occidentaux d'arriver sur la ligne de front, et donc ils bombardent partout où ils savent qu'il y a des rassemblements de troupes. Donc tout ça, c'est lié. Pour compléter le tableau, lorsqu'on envoie 7 missiles navals sur Vinnytsia, ce sont des calibres. Les calibres, c'est cher. Ce n'est pas destiné à affoler les populations. C'est destiné à frapper des objectifs réels. Oui, mais sauf que ça a frappé. Vous avez vu ce que ça a frappé. Bah oui. Voilà. Pour donner une ordre d'idée aux téléspectateurs, aujourd'hui, les experts estiment que les Russes tirent environ, en moyenne, par jour, 50 000 obus. Je veux dire, pour donner une image, on est aujourd'hui, c'est un peu comme Verdun, si vous voulez. Vous avez une bataille de masse. Et c'est le premier qui réussit à faire plier l'autre qui a raison. Et là, dans la séquence que l'on vient de vivre, clairement, les Russes ont marqué un point. Là, quand vous dites la comparaison avec Verdun, c'est tellement puissant dans le... C'est pour donner une image aux gens, si vous voulez. On est vraiment dans cet ordre, disons,
de grandeur. 50 000 obus par jour, monsieur, vous vous rendez compte? D'où le nombre de morts qui est D'où le nombre de morts. estimé. Et il y en a qui citent même des chiffres plus importants, mais il faut être prudent. Mais si vous dites 50 000 obus, ce qui fait que manifestement, automatiquement, ça fait un nombre de morts très important. Alors, ça renseigne aussi sur la capacité des Russes à approvisionner et à tenir dans la durée. Je me rappelle, il y a 2-3 mois, certains experts sur les plateaux français qui nous expliquaient que les Russes avaient déjà tiré la moitié de leurs réserves en missiles calibre et qu'ils ne pourraient pas tenir la guerre. Bon, je crois maintenant, je crois que les gens sont un peu plus prudents, un peu plus raisonnables. On ne sait pas quelle est la capacité des Russes à tenir sur la durée. Ce que l'on a compris, c'est qu'ils avaient beaucoup plus d'obus que nous, par exemple, en magasin, vous voyez. On va revenir à la situation militaire. Il y a un domaine cependant où un signe étonnant se produit, c'est dans la crise du blé, où on voit une forme de compromis qui est en train de naître. Et évidemment, c'est un enjeu ukrainien et mondial. Au cœur de cet accord, un corridor maritime pour traverser la mer Noire. Vous allez mieux comprendre avec cette carte. Avec le port d'Odessa au sud de l'Ukraine, c'est là que seraient bloqués en partie 20 millions de tonnes de céréales depuis plusieurs semaines. Odessa serait donc l'un des points de départ de ce couloir sécurisé de 257 km de long. Alors, sécurisé comment ? Par un cessez-le-feu entre 8h et 18h. Il n'y a pas de déminage prévu à ce stade. En revanche, il y a des conditions, ou plutôt des contreparties réclamées par la Russie. D'abord, l'inspection de tous les navires par la Turquie avec l'aide de l'ONU afin de s'assurer qu'ils ne transportent pas d'armes. Et d'autre part, l'assouplissement des sanctions occidentales envers la Russie pour faciliter ses propres exportations de céréales et d'engrais. Des produits qui manquent aujourd'hui cruellement et dont les prix explosent. Cet accord, c'est donc l'espoir d'éviter une crise majeure. Garance, merci, c'est très parlant de voir cela et de recevoir monsieur l'ambassadeur Ali Onaner. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez une puissance importante dans le monde et dans la région, la Turquie. Quand on regarde la carte, on voit à quel point la Turquie contrôle l'entrée de la mer Noire. Vous êtes un acteur majeur. On va parler de la Chine dans un instant. On va évidemment parler de la Russie abondamment, mais la Turquie qui est là, qui joue quel rôle aujourd'hui, s'il fallait le définir exactement, dans cette négociation? Alors, dans la négociation concernant les céréales, nous avons fait depuis le début tout ce qui était en notre pouvoir pour essayer de convaincre les deux parties pour qu'ils autorisent, pour qu'ils facilitent l'exportation de ces denrées. Nous avons d'ailleurs eu des efforts en commun avec d'autres partenaires, d'autres pays alliés. Mon ministre des Affaires étrangères s'est à plusieurs fois entretenu avec la ministre Colonna pour voir ce que la France avait pu faire pour tenter de convaincre les parties. Et les efforts que la Turquie continue de faire aujourd'hui sont en ligne avec ces efforts que nous menons ensemble. Et je me félicite que nous ayons pu réussir à convaincre les Ukrainiens, les Russes, avec les Nations Unies, à se retrouver en Turquie en début de semaine. Donc on a une possibilité d'être optimiste, mais il faut continuer à travailler. Votre regard aussi, Patrick Martin-Genier, général Chouancy, sur la Turquie. On a l'impression que la Turquie a un rôle plutôt flatteur pour vous, parce que l'OTAN vous courtise en grande partie, la Russie vous courtise, tous les acteurs ont besoin de la Turquie. Ah bah manifestement, tout le monde a besoin de la Turquie, que ce soit l'OTAN ou la Russie. On a bien vu que si effectivement les efforts peuvent être faits pour faciliter le transport de blé, c'est fondamental, parce qu'on ne peut pas se permettre qu'un tiers de l'humanité meure de faim. Mais naturellement, on voit que la Russie est dans une position jusqu'au boutiste parce qu'elle est encore en train de demander qu'on lève un certain nombre de sanctions, alors même que l'Union européenne vient décider d'étendre les sanctions vis-à-vis de la Russie. Donc c'est parfaitement incohérent. Par ailleurs, on voit bien, excusez-moi, mais peut-être c'est une question à monsieur l'ambassadeur, nous n'avons pas vu la trace de cet accord tripartite qui a été signé entre la Suède, la Norvège et la Turquie, parce que effectivement, vous avez accepté que ces deux pays rentrent dans l'OTAN, mais vous avez exigé le rapatriement de certains réfugiés kurdes. Et il y a un différend, c'est une question que je pose, il y a un différend, il est dit qu'en Suède et en Norvège, il n'y avait pas de nom mentionné de personnes que vous souhaitiez récupérer, et votre ministre des Affaires étrangères a dit l'inverse. Donc c'est une question, est-ce qu'on peut éclaircir cela, parce que c'est un rôle essentiel. Si la Turquie dit non pour la ratification de ces deux pays, eh bien les deux pays ne rentreront pas dans l'OTAN.
Merci pour la question. Donc, je peux apporter voilà mes réponses de diplomate. une Je réponse. commence par dire merci pour la question. Mais C'est une question. Hein, non, d'abord une bonne nouvelle. L'accord de 3 pages est public. Ah, donc, d'accord. il a été diffusé. Et je suis personnellement convaincu que nos futurs alliés, que sont la Suède et la Finlande, vont appliquer cet accord signé à 3, voire même à 4 avec le secrétaire général de l'OTAN, sera appliqué. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil à cet accord. Il est très précis sur certains points. Il laisse une marge d'interprétation sur d'autres. Mais l'entente jusqu'au plus petit détail devant le secrétaire général de l'OTAN en tant que témoin et facilitateur de ces discussions est une entente qui satisfait pleinement la Turquie et qui satisfait aussi nos futurs alliés suédois et finlandais. Donc, excusez-moi, vous ne vous opposez pas donc, à la ratification de cet accord dans la grande Assemblée nationale turque? Bien sûr que non. Donc, nous allons ratifier, nous prévoyons de demander à l'Assemblée la ratification de cet accord. Et je suis personnellement très optimiste parce que je suis convaincu que nos futurs alliés respecteront à la lettre cet accord dont est témoin le secrétaire général de l'OTAN. Monsieur Bien l'ambassadeur. sûr, s'il y avait donc un manquement dans l'application de cet accord, on pourrait se poser des questions, mais je ne pense pas que ça sera le cas. Le regard de l'Ukraine, qu'est-ce que vous attendez de la Turquie quand on voit géographiquement, la géographie fait l'histoire, la puissance de la Turquie qui est là, qui contrôle l'accès à la mer Noire, dont on a accusé, on a parfois dit que la Russie, évidemment, jouait sur plusieurs tableaux, comme toutes les puissances. Qu'est-ce que vous attendez d'elle? Tout à fait. C'est vrai que la Turquie elle joue un rôle très important à plusieurs reprises, pour le blé surtout. Historiquement, l'Ukraine et la Turquie entretenaient quand même des relations assez intéressantes, aussi commerciales. Pour nous, moi, quand je vois les champs de blé à Mykolaiv, à Dnipro, qui sont juste en feu parce que les Russes bombardent avec des bombes incendiaires pour que ça fait des dégâts énormes. Quand je vois comment ils volent le blé, qu'est-ce qu'ils font? Et après, quand on regarde les conditions selon lesquelles ils sont d'accord d'exporter le blé et de ne pas faire une famine globalisée, c'est juste, je trouve, c'est très dur de voir qu'on peut accepter ce type d'accords. On peut accepter que on va baisser certaines sanctions contre la Russie parce que au final, l'Ukraine, elle veut respecter ces règles et ces normes pour livrer le blé. Mais c'est pas nous qui sommes le problème, c'est les Russes qui sont à l'origine du problème. Général pas les Ukrainiens. Oui, je voudrais réagir un petit peu et poser une question, Monsieur l'ambassadeur. Après tout, la Turquie est dépendante en gaz de la Russie, elle est dépendante en blé, si je ne me trompe pas. Quel est l'intérêt de la Turquie d'être cette puissance médiatrice, d'autant qu'elle fournit aussi des armes à l'Ukraine? Donc la position de la Turquie est peut-être un peu ambiguë. Alors quel est l'objectif de la Turquie dans cette action de médiation? Alors la position de la Turquie est sensible, difficile, mais en aucun cas ambiguë. Depuis le début de cette agression russe en Ukraine, la Turquie a été le plus grand soutien à l'Ukraine et les livres d'histoire, les militaires pourront peut-être le confirmer dans les années à venir. Vous l'avez condamné l'agression sans ambiguïté? Nous l'avons non seulement condamné, mais nous sommes le premier pays internationalement à avoir défini juridiquement cette situation comme une guerre, pour appliquer le traité de Montreux en fonction. Mais donc, permettez-moi de finir. Si les 2-3 premiers jours, avant que d'autres pays occidentaux puissent livrer des équipements, si la Turquie n'avait pas livré des équipements primordiaux pour la défense de Kiev et pour la défense de l'Ukraine, je pense que la situation serait différente aujourd'hui. Ali Onaner, vous parlez de ces éléments primordiaux, ce sont les drones. Il faut dire à quel point vous êtes une puissance en matière de livraison de drones. Il faut voir ces images, il y a plusieurs générations de drones. Une nouvelle génération qui est arrivée d'ailleurs qui est encore plus performante. En effet, c'est ce que vous montrez sur les images, c'est le drone bimoteur qui a donc une portée bien plus longue, qui peut aller beaucoup plus haut en altitude,
et porter plus de munitions. Parce que les drones Bayraktar, les TB2 dont on a beaucoup parlé, peuvent porter de 2 jusqu'à 4 petits missiles. Donc ce nouveau modèle permettra d'augmenter les performances. En tout cas, les drones ont été développés par la Turquie et plus que le développement technologique, l'innovation technologique du drone, qui finalement est assez simple de conception, c'est surtout l'utilisation, les tactiques d'utilisation du drone qui sont très innovantes dans l'armée turque. Et c'est ça qui a permis à la Turquie de combattre d'autres forces soutenues par les Russes, que ce soit en Syrie ou en Libye. Général Chauvency, un mot sur ces drones. C'est vraiment dans le renversement possible des forces, c'est très important. Les drones montrent dans cette guerre leur efficacité, quelle que soit d'ailleurs leur nationalité. Maintenant, la question que je poserai à M. l'ambassadeur, est-ce que la Turquie a l'intention de livrer ce type de drone à l'Ukraine dans le cadre du conflit actuel? La Turquie a de manière transparente livré des drones à l'Ukraine déjà plusieurs mois avant le début du conflit, avant le début de l'agression russe. Et la Turquie a continué des livraisons sans en communiquer le détail. C'est-à-dire? Donc, tous les besoins... C'est de quel ordre? C'est des centaines, des milliers? Très franchement, je n'ai aucun chiffre. Mais en tout cas, l'Ukraine, avant même le début de cette guerre, a conclu des contrats avec la Turquie. Et la Turquie, des contrats tout à fait transparents. Et la Turquie se tient à l'application de ces contrats. Ali Onaner, dans un instant, on va reparler de ce face-à-face toujours plus impressionnant des puissances occidentales, États-Unis, Union européenne, versus l'autre monde, la Chine, la Corée du Nord maintenant, qui reconnaît, c'est un des événements du jour, des républiques séparatistes. Est-ce que la Turquie est clairement d'un camp? Alors, pour ce qui est de l'agression de l'Ukraine et de l'occupation du territoire ukrainien, la Turquie a depuis le tout début, depuis 2014, la Turquie a été le pays occidental qui a été le plus loin dans sa condamnation de ces occupations illégales. La Turquie est le pays occidental qui a critiqué, condamné de la manière la plus vive l'occupation de la Crimée. Mais je repose ma question sur le camp. Il y a deux camps, a priori. Ou bien est-ce que vous estimez que non, c'est caricaturer la réalité de dire qu'il y a l'Occident versus l'Asie? En tout cas, on peut parler de ces perceptions. Mais s'il fallait placer la Turquie dans cette perception qu'on peut avoir, il faut tout simplement retenir que la Turquie est la plus grande armée européenne de l'OTAN. La Turquie est le membre européen le plus indispensable de l'OTAN. J'insiste, la plus grande armée européenne de l'OTAN en effectif. Vous avez quand même acheté des missiles ou des défenses antimissiles à la Russie. Vous faites quand même du commerce avec eux. Et donc, c'est vrai que c'est pas un peu ambigu vis-à-vis de l'OTAN? C'est une question très importante. Nous avons en effet, acheté une batterie de S-400 aux Russes. Ce qui a obligé la Turquie à faire ce choix était le refus ou l'incapacité inacceptable de notre plus grand allié américain de nous livrer des Patriotes. Donc c'est l'incapacité, le refus des Américains qui nous a obligés à faire ce choix, qui n'était pas un choix naturel. Et donc il en revient aux Américains de décider si la Turquie doit continuer à devoir s'équiper ailleurs, ou alors est-ce que ses alliés les plus naturels doivent avoir cette solidarité de ne pas refuser ce que la Turquie veut acheter comme équipement. On va entendre dans un instant Elisabeth Borne qui parle du risque de pénurie de gaz et on voit à quel point cette crise avance d'heure en heure. Mais Pierre Laurin aussi, votre regard simplement sur ce rôle turc si important. Alors le rôle turc est effectivement essentiel en mer Noire grâce au traité de Montreux, à la Convention de Montreux, qui neutralise en cas de guerre, la mer Noire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, les armées extérieures, les flottes extérieures ne peuvent pas accéder à la mer Noire.
Donc, d'une certaine manière, cela favorise également la Russie. Par ailleurs, en ce qui concerne le contrat des drones, il a été signé avant. Il continue à courir. Est-ce que, lorsqu'il sera terminé, ce qui doit subvenir dans peu de temps, il sera renouvelé? Alors, la réponse sera tout à fait hypothétique, mais il n'y a rien qui nous laisserait imaginer que le contrat ne soit pas renouvelé. C'est ce que je peux dire. Ensuite, sur le traité de Montreux, dire que l'application du traité empêche les Occidentaux d'envoyer des bâtiments de guerre sur la mer Noire serait inexact. En fait, le traité de Montreux permet à la Turquie de limiter l'accès de bâtiments militaires pour les pays qui sont en guerre, donc la Russie. Les pays occidentaux peuvent faire entrer le nombre de bâtiments militaires qu'ils souhaitent, en respectant bien sûr le tonnage indiqué dans le traité. On ne va pas entrer dans trop de détails. Pardon, je me permets de ne pas entrer dans une discussion de spécialistes, mais juste un dernier mot avant d'en venir au gaz et à la menace sur le gaz français. Un mot plus historique, Ali Onaner, le rôle de la Turquie. Vous avez été, l'Empire ottoman, une très grande puissance. Est-ce qu'il y a quelque chose comme un moment historique pour vous où on l'a dit, vous êtes courtisé par les Russes, courtisé par l'OTAN, par les Américains, par l'Union européenne. Vous jouez là au milieu un rôle tellement crucial. Bon, vous avez parlé du gaz. Nous sommes, bien sûr, en tant que voisins de la Russie, comme l'Allemagne d'ailleurs, dépendants du gaz russe. Mais ces dernières années, nous avons fait un effort pour réduire cette dépendance de 55% à 35%. Et pour ce qui est donc de ce rôle que vous imaginez, que vous percevez, ce qu'on me demande parfois, c'est de savoir si la crise ukrainienne a permis à la Turquie de se rapprocher de l'Occident. Je dis non. La Turquie n'a jamais été plus proche de l'Occident. C'est juste que cette crise a peut-être permis à nos partenaires, à nos interlocuteurs, de mieux comprendre ce que représentait la Turquie, et je ne peux pas m'en plaindre. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup d'avoir été notre invité. La Turquie, puissance si importante dans ce conflit, dans la géopolitique. On va parler aussi de la Chine dans un instant, mais d'abord, cette déclaration tellement saisissante ce soir d'Elisabeth Borne, on a franchi encore un seuil dans l'inquiétude avouée. C'est la question que se posent tous les pays européens. La Russie va-t-elle couper le robinet du gaz? Et il se la pose d'autant plus depuis le début de la semaine et la fermeture du gazoduc Nord Stream, officiellement pour maintenance, officiellement pour 10 jours. Mais dans le contexte actuel, évidemment, c'est un bras de fer. Et Moscou a déjà utilisé l'argument du problème technique pour réduire ses livraisons de gaz de 60% ces dernières semaines. Car ce gazoduc approvisionne la plupart des pays européens, la France, la Belgique, mais aussi l'Allemagne. L'Allemagne ultra dépendante du gaz russe et où un foyer sur deux se chauffe encore au gaz. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a ironisé à ce sujet. Écoutez-le. Mais je ne comprends pas comment vous allez chauffer vos maisons. Vous ne voulez pas le gaz, vous ne développez pas l'énergie nucléaire. Vous allez vous chauffer au feu de bois alors ? Le vice-chancelier allemand a, lui, répondu récemment avec la fermeture de ce gazoduc. Nous sommes confrontés à une situation inédite, tout est possible. Et il travaille sur un plan de rationnement. Rationnement, un mot donc qui a été prononcé aujourd'hui par la Première ministre. Et effectivement, c'est la déclaration qui fait boum ce soir. Elisabeth Borne, qui ne parle plus seulement de sobriété énergétique comme le président de la République le 14 juillet, mais de rationnement plus précisément. Elle dit un risque de rationnement. Écoutez sa déclaration. Comme le président de la République l'a indiqué, on doit se préparer à l'éventualité d'une coupure des livraisons du gaz par la Russie à l'Europe. On est en train, avec évidemment la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, d'examiner tous ces scénarios. Ce qui est certain, c'est que d'abord, on a un approvisionnement qui est sécurisé pour l'instant. On dépend moins que les autres pays européens du gaz russe. Mais en même temps, il y aura un principe de solidarité avec nos voisins. Et donc, on peut être affecté nous-mêmes, devoir gérer une forme de rationnement du gaz. Patrick Martin-Genier, alors il y a le
comme ça, qui veut dire, voilà, c'est comme ça. Rationnement, entre guillemets. Mais voilà, le mot est là. Rationnement, évidemment, c'est le mot qui fait plein d'événements historiques et qui marque un seuil. Oui, ça marque un seuil parce que, comme vous disiez tout à fait justement, on n'est plus dans la notion de sobriété, dans l'économie, dans le volontarisme, on est carrément dans le rationnement. Et qui dit rationnement, ce sont des mesures prises par l'État de façon autoritaire ou voire par la loi. C'est ce que vient de faire le Bundestag, le Parlement allemand, avec Robert Habeck, vous l'avez dit, le vice-chancelier, ministre de l'écologie et de l'économie, qui est très très inquiet de ce que effectivement Nord Stream 1 pourrait ne pas rouvrir à l'issue de cette procédure de révision en quelque sorte. On pourrait nous couper cela et en effet l'Allemagne est extrêmement dépendante et comme l'a dit la Première ministre tout à fait justement, si l'Allemagne avait de grosses difficultés, eh bien la France devrait quand même venir à l'aide de l'Allemagne. Ça c'est l'autre signal donné par Elisabeth Borne quand elle dit solidarité. En clair, il faudra que les Français acceptent de payer en partie pour les Allemands. Ça c'est une autre paire de manches. Oui, alors c'est une autre paire de manches, mais la France et le président de la République hier a parlé de la réforme du marché de l'électricité en Europe. Il faudra aider, naturellement. Imaginez que tout soit coupé, ce serait une catastrophe. Et on n'imaginerait pas la France ne pas venir au secours de l'Allemagne. Et ce qui est extrêmement inquiétant, et on a eu déjà l'occasion d'en parler, c'est la déclaration de M. Orban. Je ne sais pas si vous souhaitez en parler. Alors, parlons-en tout de suite. Quand on parle de solidarité européenne, il était déjà une voix dissidente, voilà. Et encore plus dès ce soir. Pourquoi ? Très bien. Dès ce soir, eh bien, le Premier ministre hongrois a dit qu'il était contre ces sanctions, qu'il ne voulait pas aller plus loin, qu'on s'était tiré premièrement une balle dans le pied, deuxièmement une balle également dans les poumons et qu'on était en train de s'asphyxier. Il a même déclaré cet après-midi qu'il refuserait de venir à l'aide d'autres pays européens qui pourraient manquer de gaz. Il voulait privilégier son pays. Donc on voit bien que là, il a décidé de mettre un terme à toute forme de solidarité européenne. Et c'est en cela que ce soir, c'est quand même très inquiétant pour l'avenir de cette solidarité européenne si Vladimir Poutine menait ses menaces à exécution. Là, quand même, cet assombrissement soudain, comment vous le regardez, Ludmila Totieva, quand vous voyez qu'en quelques heures, la France dit risque de rationnement, la Hongrie dit les sanctions, on est en train de se tirer à nous-mêmes, enfin l'Europe de l'Ouest se tire une balle dans le pied. L'Allemagne qui est divisée à ce point-là, qui s'affole pour dire les choses. Mais écoutez, quelle autre réaction on pourrait avoir quand l'Europe elle est tellement dépendante de gaz russe ? Là, Poutine, il se moquait, tout le monde rigolait, mais là, c'est plus du tout rigolo. La séquence est incroyable. C'est Poutine au début des années 2010 et c'était très intéressant de la voir. Comment vous allez chauffer ? Vous êtes renoncé à nucléaire ? Et les Allemands, presque amusés d'être comme ça un peu sadisés par Vladimir Poutine, ça en dit beaucoup sur cette relation qu'il avait réussi à instaurer avec les Allemands. Oui, et surtout avec Angela Merkel qui a réussi en fait à tisser les liens avec Russie grâce au contrat justement de gaz. Je pense que c'était aussi ça. Mais après, quand on parle, effectivement, ça fait peur à la population. Mais écoutez, là, on était en train de parler avec vous comme quoi le monde se divise entre les démocraties et les pays qui sont en train de défier l'ordre démocratique ou l'ordre international. Et effectivement, chaque pays démocratique alors, elle prend part dans cette guerre ou dans ce combat pour faire tenir la démocratie en général. Et ce combat-là, il se fait sur différents plans. Et le plan économique est un des combats-là, très importants. Est-ce que vous croyez que les Français vont accepter de payer plus cher leur essence, d'aider les Allemands, peut-être de baisser un peu leur niveau de vie, parce qu'ils ont la conscience qu'il y a une forme de guerre mondiale des démocraties, ou est-ce que ça vous inquiète que ce ne soit pas le cas ? Je suis très inquiétée, ce ne sera pas le cas parce que c'est justement ce que Poutine veut faire par ce type de manipulation qui est en train d'orchestrer avec Potok 1. Et effectivement, on voit déjà certaines réticences. Il y a Canada qui envoie quand même la turbine pour le Potok 1. On voit qu'il y a quand même on revisite certains types de sanctions. Même à Kaliningrad, par exemple, on laisse passer des choses. Kaliningrad, l'Europe a cédé en réalité. En tout cas, elle a plutôt donné. Elle laisse passer les marchandises en train, mais pas en voiture. Donc, vous avez très bien fait le geste du compromis, un peu, voilà. En principe, quand on a un vrai ennemi, on ne dit pas moitié. La Lituanie, même chose, c'est un problème. La Lituanie est furieuse contre l'Union européenne, parce que l'Union européenne est en train de transiger sur Kaliningrad. Ça, c'est un problème quand même. Pierre-Laurent ? Le problème, c'est que l'Union européenne n'est pas en guerre contre la Russie. Alors ça, c'est le premier point. Deuxièmement, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Deuxièmement, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que Orban qui se pose des questions. Orban, il y a déjà 3 mois, disait
Le gaz russe est vital pour mon pays, vital. Donc, si on lui demande de céder du gaz qu'il reçoit encore aux autres pays, il est clair qu'il ne sera pas tout à fait d'accord. Les Allemands, qui dépendent du gaz, font des pieds et des mains pour rapatrier la fameuse turbine en réparation au Canada que les Canadiens refusaient de rendre pour Nord Stream 1. Et cette turbine est rapatriée et elle va être donnée à Gazprom pour qu'elle soit réinstallée. On va voir ce qui va se passer à ce moment-là. Général Chauvency, sur cette série de petites concessions, de petites inquiétudes qui deviennent parfois des grandes inquiétudes de l'Europe, quel regard vous portez ? Moi, j'ai le regard de la grande stratégie, c'est-à-dire que l'agression contre l'Ukraine d'aujourd'hui a été préparée depuis très longtemps. Il suffisait de regarder d'ailleurs la presse pendant ces vingtaines d'années, de voir toutes les concessions qu'on a faites et toutes les dépendances qu'on a créées, toutes ces vulnérabilités qu'on a créées, en se disant le monde serait en paix et en Europe, on risquait rien. Aujourd'hui, on paye des échecs politiques de nos gouvernants qui n'ont pas voulu mettre les garanties nécessaires pour pouvoir assurer nos souverainetés, y compris européennes. Et ça nous coûte très cher aujourd'hui. Oui, c'est juste pour dire que, oui, l'Europe, elle peut se dire, on n'est pas en guerre contre la Russie, mais sauf que Poutine est en guerre contre l'Union européenne et contre l'Occident, et ça, c'est indéniable. Et c'est ce qui se passe avec le gaz, c'est une des manières pour lui, faire la guerre contre nous. Et la deuxième chose, il déteste la molleté et la lâcheté. Pourquoi il parle autrement avec la Turquie ? Parce que Turquie, elle s'est défiée. Quand il y a un avion russe qui rentre sur son territoire, baf, ça s'envole. Elle s'est bien écrasée ensuite. Elle s'est bien écrasée ensuite. Mais sauf que là, ce que je veux dire par là, c'est que Poutine, il comprend que la force. Et malheureusement, tous ces compromis, toutes ces choses-là, il n'arrive pas à le comprendre. Il arrive à le décrypter pour lui comme une faiblesse. Est-ce que là, il n'a pas gagné une manche dans cette sorte de jeu d'échecs psychologique entre les durs et les mous ? De fait, c'est nous qui devrions être les durs dans ce dossier. Si on se reporte au début de la crise, c'est les Européens de l'Ouest qui disaient le gaz, c'est notre arme suprême, c'est là où on peut couper si on veut, et puis ils seront bien embêtés parce qu'ils n'auront plus d'argent, et c'est le contraire qui se passe, pour l'instant en tout cas. En fait, on découvre aujourd'hui que les sanctions ne fonctionnent pas, premièrement. Pour l'instant non, on verra la suite. Clairement, aujourd'hui, les sanctions ne fonctionnent pas contre Poutine et contre la Russie. Aujourd'hui, tous les spécialistes sont à peu près d'accord pour dire que la Russie n'est pas impactée par les sanctions. Ça, c'est la première chose. Pas tous. Certains considèrent. Globalement, quand même, la Russie continue à faire la guerre et le niveau de vie des Russes, qui n'est pas le même que le nôtre, ne s'est pas effondré. C'est à peu près le tableau aujourd'hui. Et la deuxième chose, on découvre aujourd'hui que les sanctions se retournent en réalité contre nous. C'est ce que vont découvrir les Français, je pense, à la rentrée, comme les Allemands. Le BASF, qui est un grand groupe chimique industriel allemand, a dit que si le gaz n'était pas rétabli dans les semaines qui venaient, il allait mettre 40 000 personnes au chômage technique. Shell parle ce soir de rationnement. La société Shell, une des plus grandes sociétés pétrolières du monde, qui parle aussi de rationnement. Patrick Martin-Genier, on ne mesure pas, c'est pas du catastrophisme, on n'est pas en train de dire, voilà, c'est la réalité d'une inquiétude occidentale. Oui, bien sûr, c'est le rationnement qui nous guette, parce qu'encore une fois, je citais sur votre plateau la dernière fois, des chiffres selon lesquels les recettes fiscales de la Russie augmenteraient en 2022 de 20% sur le gaz et le pétrole par rapport à 2021, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la Russie avait largement anticipé ce boycott et qu'elle s'est retournée vers d'autres pays et qu'effectivement, à court terme, c'est nous qui allons subir les pleines conséquences, non seulement avec Nord Stream 1, mais si jamais le gaz naturel était complètement coupé à l'issue de cette révision ou en hiver, eh bien, ce serait une catastrophe pour l'Allemagne, ce serait des industries qui s'écrouleraient, un chômage de masse qui repart, une inflation, une réduction de la croissance. Et donc, c'est nous, aujourd'hui, qui, à court terme, sommes pris au piège. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas continuer, mais comme l'a dit le président de la République, il faut nous préparer à une économie de guerre, c'est-à-dire que psychologiquement, nous devons être prêts à nous priver d'un certain nombre de choses. Pardon Patrick, mais quand on regarde ce graphe, c'est saisissant de voir à quel point l'Allemagne est un client de la Russie colossal, c'est-à-dire juste après la Chine, on dit toujours la Chine alliée, etc.
Mais enfin, l'Allemagne finance l'effort de guerre de Vladimir Poutine. C'est le principe. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est l'Allemagne qui a exigé le rapatriement de cette turbine. Parce que cette turbine, c'était la condition de la survie du système industriel allemand. Voilà où on en est aujourd'hui. Et on sait très bien qu'Olaf Scholz et sa coalition ne sont pas extrêmement favorables à aller plus loin dans les sanctions. Ils sont très mal à l'aise, les Allemands. Ils sont très mal à l'aise. Et je vous rappellerai d'ailleurs qu'aujourd'hui, on est censé avoir pris un autre train de sanctions. On ne dit même plus le 7e train de sanctions, si vous me permettez, puisqu'on est dans le langage diplomatique. On parle d'un 6e train de sanctions et demi. Ce qui veut dire qu'on n'ose pas aller encore jusqu'au bout. Tout est dans le langage, dans l'ambiguïté. Mais attendez, il n'y a pas seulement... juste deux secondes. Il n'y a pas que les Allemands qui sont très mal à l'aise aujourd'hui. Il y a aujourd'hui l'émergence sur la place publique d'un débat important aux États-Unis entre les grands patrons de l'économie américaine et les faucons de la Maison-Blanche. Il y a aujourd'hui sur la place publique un débat qui commence à surgir sur jusqu'où faut-il aller, faut-il arrêter les frais. Bras de fer à tous égards, un chiffre alors court. Mais très rapidement, simplement, au début de la guerre, le rouble était à 80 pour $1. Aujourd'hui, il est à 57 pour $1. Trop fort. Deuxièmement, ce qui est très important, c'est que les ventes de pétrole à l'Inde ont été équivalentes des pertes de vente de pétrole à l'Union européenne au cours des mois d'avril et de mai, et que l'Inde raffine le pétrole pour nous le revendre 4 fois plus cher. Bras de fer du gaz, bras de fer du blé, on l'a évoqué, bras de fer sur ces vies humaines de Britanniques notamment qui sont prisonniers en territoire ukrainien. L'un d'eux est décédé tout de suite à Londres. Élie Stern sur l'écho de la nouvelle au Royaume-Uni. Oui, alors il n'y a pas eu encore de réaction officielle du Premier ministre. Vous imaginez, ici, on tente déjà d'en savoir plus sur les faits. Mais en tout cas, le ministère des Affaires étrangères a plusieurs fois condamné l'utilisation des prisonniers de guerre, l'utilisation politique par les indépendantistes pro-russes. En ce qui concerne Paul Huret, il a été considéré comme un mercenaire par les autorités pro-russes de l'Est de l'Ukraine. Or, ses proches ont affirmé qu'il était là-bas en tant que humanitaire. Il était en lien avec une association humanitaire britannique appelée Presidium Network qui agit dans les terrains de crise. D'ailleurs, l'un des fondateurs de cette association a rappelé que Paul Huret souffrait de diabète, mais les conditions de sa mort posent de nombreuses questions ici au Royaume-Uni et ravivent les inquiétudes sur le sort d'autres Britanniques qui sont détenus par les pro-russes, notamment un autre volontaire de cette association qui a été capturé en même temps que lui et 2 soldats britanniques qui travaillaient pour l'armée ukrainienne mais qui ont été condamnés à mort comme étant des mercenaires par les autorités de l'Est de l'Ukraine, les autorités pro-russes. Voilà le sort d'un homme qui pèse dans cette guerre. Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant de sa mort et de son destin ? Alors je vais vous répondre plutôt d'abord par les questions qui sont en suspens. De quoi est-il mort ? Était-il humanitaire ou pas ? Ce qu'on sait, c'est qu'il a été capturé en avril dernier par l'armée russe dans le sud de l'Ukraine alors qu'il cherchait à évacuer une femme et 2 enfants. C'est un père de famille de 45 ans. Ça a été confirmé à Londres. Il travaillait pour une organisation à but non lucratif britannique et il souffrait de diabète et avait besoin d'insuline. C'est un point important parce que regardez cette déclaration de la chargée des droits des séparatistes de la région de Donetsk dans un communiqué. Voilà ce qu'elle dit. Malgré la gravité de ces crimes, Paul Huret recevait une aide médicale adéquate. Malgré cela, au regard de son diagnostic et du stress, il est mort le 10 juillet dernier. Elle a aussi assuré dans ce communiqué qu'il s'agissait d'un mercenaire et pas d'un humanitaire. En revanche, elle ne donne aucune nouvelle de Dylan Ely, qui lui aussi a été capturé en même temps que Paul Huret. Voilà, le poids de ces vies, ce sont quelques personnes, mais évidemment dans le bras de fer géopolitique, ça compte énormément, Patrick Martin-Genier. Oui, ça compte énormément. Ce Britannique, malheureusement, avait beaucoup de pathologies. Il était insulino-dépendant, effectivement. Je pense que lorsque vous êtes prisonnier dans des conditions extrêmement difficiles, lorsque vous avez de graves pathologies, en plus la fatigue, l'angoisse, eh bien, il a dû succomber, effectivement. Et certainement n'a-t-il pas reçu les soins nécessaires qui étaient adaptés à son état. C'est donc quelque chose de très, très important parce qu'on voit bien que les Russes, aujourd'hui, sont décidés à faire des exemples. Et vous savez, on a dit ça peut être des prisonniers qui
qui pourraient être échangés éventuellement. Ils ont fait appel de leur peine de mort, les 2 ou 3, les volontaires ou mercenaires, selon le vocabulaire qu'on utilise. Et donc, moi, personnellement, je crains que les Russes, non seulement les maltraitent, mais mettent à exécution cette peine de mort, même si éventuellement ils pourraient être tentés de l'échanger. C'est grave ce qui se passe, parce qu'ils vont être tentés de faire un exemple sur la scène internationale. Et comme d'habitude, la Russie va dire non mais c'est pas moi, ce sont des républiques indépendantes, donc va prendre ses distances. Donc ce serait des crimes de guerre également. C'est juste pour rajouter encore qu'avec cet exemple-là, la Russie ne respecte aucun droit humanitaire ou droit de guerre, rien. Parce que normalement, déjà, on ne sait pas dans quelles conditions ils sont détenus, ces personnes-là. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont rétabli dans ces républiques autoproclamées pro-russes la peine de mort, qu'ils ont dit qu'ils sont en train d'installer les conditions pour l'exécution des personnes, justement des mercenaires étrangères de l'armée ukrainienne, pour justement faire montrer ça. Et pour moi, franchement, chaque vie compte. Pour chaque personne normale qui vit sur ce monde-là, dans le XXIe siècle, chaque vie compte. Après, la question, c'est quelle sera la réponse des pays démocratiques, de l'Occident. Parce que pour l'instant, les réponses qui étaient données, écoutez, on voit Vinnytsia, il est toujours bombardé, il y a toujours des choses qui se passent, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont mortes. Franchement, jusqu'à où on se permet de dire Poutine, et il faut dire que Poutine est un terroriste et que la Russie est un État terroriste. Parce que ce qu'ils commettent sur le territoire ukrainien, c'est du terrorisme. Carrément. Mais alors, Ludmila, qu'est-ce que les Occidentaux pourraient faire de plus? Sur ce plateau, il y a quelques mois déjà, le général Yakovlev avait fait sensation en disant il y a un droit de défense où c'est pas vrai quand les Occidentaux disent on peut pas se battre, c'est trop dangereux, etc. C'était ridiculisé auprès de ses camarades aussi en disant ça. Mais bon. Lui disait, les Français par exemple pourraient bombarder des positions russes qui tirent sur Mariupol. Déjà, il faut nous donner les armes qui tirent assez loin pour qu'on puisse atteindre ces points de ravitaillement russe. Parce qu'avec HIMARS qu'on a à ce moment-là, on ne peut pas ni bombarder le pont du Crimée, ni atteindre assez loin dans le territoire russe. Ce que pour l'instant, les Occidentaux ne font pas. On est bien d'accord. Même les Américains disent on ne livre pas d'armes qui permettent de tirer trop profondément dans le territoire russe. Mais ce que je veux dire avant de répondre, c'est qu'en réalité, qu'est-ce qui fait la différence entre le Royaume-Uni et les autres États de l'Union européenne? C'est le langage extrêmement agressif de Boris Johnson. Parce que finalement, on fait la même chose que Boris Johnson. Au Royaume-Uni, on a dit qu'ils en faisaient plus. On défend, on apporte des armes. Mais vous aurez remarqué que le langage des dirigeants européens, français, allemands, italiens, était plus modéré. Et j'ai peur que les prisonniers qui sont là-bas payent finalement cette agressivité de langage. Et voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, sur ce point, ça me paraît tout à fait inquiétant. Et pour compléter, il y a une relation historique entre Londres et Moscou qui est très compliquée. Très agressive, avec beaucoup d'antagonisme. Et donc tout cela explique la raison pour laquelle... Déjà pendant la guerre froide. Voilà, il y a une special relationship entre les deux pays qui est très complexe. Il y a tout de même eu une période d'accalmie entre Margaret Thatcher et Tony Blair. Là où ça s'est vraiment dégradé, c'est lorsque Tony Blair était du côté de la guerre d'Irak et que Moscou était du côté français contre la guerre d'Irak. Et là, ça s'est vraiment dégradé. Il y a peut-être une question qu'on doit poser, parce que c'est vrai, on peut déplorer que des ressortissants britanniques sur un champ de bataille, dans un pays étranger, se retrouvent prisonniers. Mais c'est la question aujourd'hui des organisations humanitaires sur un champ de bataille que nous connaissons depuis plus de 30 ans, où on voit finalement des civils qui se mettent sur un champ de bataille, qui se mettent en état de mission, et après on s'étonne qu'elles soient faites prisonnières ou qu'elles soient tuées. C'est vrai que nous avons été habitués en Occident à dire « Ah, l'humanitaire, c'est super. Ça remplace toute la politique étrangère de la France ou même de l'Union européenne. » La réalité, elle est là. Et je reviens aussi à ce qui vient d'être dit sur la position britannique. La position extrême de Boris Johnson est aussi, sans doute, un des faits qui fait que ce Britannique s'est retrouvé dans une situation encore plus difficile qu'il n'aurait dû. Mais aujourd'hui, posons-nous la question, quelle est la place des ONG sur un champ de bataille? Est-ce qu'on est là à plein dans ce fameux mot, on ne l'a pas tout de suite compris, asymétrique, cette logique asymétrique de Vladimir Poutine où on était habitué à l'Union soviétique qui, en gros, nous répondait toujours sur le même ton. On était nucléaire, grande puissance nucléaire contre grande puissance nucléaire, alors que là, on voit que dans le blé, dans le gaz, dans la façon de faire peur, oui, mais aussi dans la façon de traiter les prisonniers,
il y a une manière d'imprévisibilité de la Russie qui fait encore plus peur aux Européens. Alors le mot asymétrique, en fait, on l'emploie entre un conflit entre deux belligérants qui n'ont pas du tout la même force. Par exemple, le conflit asymétrique entre la France et les terroristes au Sahel. En l'occurrence là, on est dans un conflit de haute intensité avec deux armées à peu près équivalentes. En revanche, ce que vous venez de décrire, c'est toute la partie hybride du conflit. C'est-à-dire tout ce qui se déroule à côté, en plus du champ de bataille, sur le champ politique, sur le champ humanitaire, sur le champ économique, bien évidemment, et sur le champ de la guerre informationnelle. Mais ça, on ne l'avait pas vu venir, pardon. On était habitué, oui, quand on parlait de Kadhafi, de Saddam, etc., que c'était des puissances qui pouvaient faire du mal sans être à notre niveau, si j'ose dire. La Russie, on ne s'attendait pas à ça. C'est ce qu'on appelle la guerre globale. En fait, aujourd'hui, c'est ce que explique le chef d'état-major des armées françaises assez bien, c'est que la guerre aujourd'hui se déroule dans l'ensemble des champs de la conflictualité, comme disent les militaires, c'est-à-dire à la fois sur le terrain, mais également sur le champ informationnel et également aussi dans l'espace. Si on Ce qu'on pouvait dire sur l'Union soviétique, il y avait une certaine dignité dans le langage diplomatique, dans les rapports de force. On n'osait pas parler de la bombe nucléaire, ça faisait partie d'un langage de dissuasion. On était retenu dans le langage de la guerre froide. C'était presque rassurant. C'était rassurant. Relatif, mais il y avait des codes. Il y a des archives de Léonid Brejnev qui est en visite à Paris, qui est un peu, alors tout ça évidemment avec des missiles quand même qui visaient la France, mais enfin un peu bon papa presque par rapport à ce qu'est maintenant l'affrontement. Non mais aujourd'hui, attendez, aujourd'hui on est dans le rapport de force. On lui donnait cette image de bon papa, parce qu'à l'époque, le Parti communiste français et les intellectuels 15% et que les intellectuels dominaient à 90%. Les intellectuels communistes dominaient à 90% l'ensemble de la classe politique. Et là, c'est le contraire, en fait. Vous voyez ? Voilà. Brejnev avait très bonne presse en France. Il n'y a plus aucune retenue du langage russe, c'est ce que vous dites, et il y a une dégradation considérable du langage sur la dissuasion nucléaire. Quand on était à l'école, à l'université, dans les relations internationales, avec les grands maîtres des relations, on nous disait toujours, attention, il ne faut pas banaliser le langage du nucléaire. Et là-bas, tous les jours, on nous voit sur les plateaux de télé des gens complètement inconscients, on peut dire des fous, disant on peut balancer une bombe nucléaire sur Paris. La question aujourd'hui, elle est différente. Elle est différente, c'est qu'on découvre le rapport de force. Voilà. Nous avons été éduqués dans le non-rapport de force et effectivement de dire on baisse les yeux. Là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui nous dit vous faites ce que vous voulez. Mais moi j'ai prévu mon affaire, j'ai ma stratégie alimentaire, j'ai ma stratégie énergétique, j'ai une stratégie militaire et en plus j'utilise tout le reste. Et finalement, je suis là pour gagner une guerre. Et ça, nous avons complètement oublié ce que c'était que gagner une guerre qui ne se contente pas de combat sur le terrain. Ce n'est pas uniquement des chars, c'est l'ensemble d'une stratégie où on dit j'ai un but politique que je veux remplir. Général, c'est très important ce que vous soulignez, les préparatifs russes. Alors, il y a plein de choses qui ont foiré, pour dire les choses en bon français. Prise de Kiev, renverser Zelensky, là, Poutine s'est planté. Mais gaz, pétrole, il y a une part du plan qui marche. Ah oui, tout à fait. Mais de toute façon, il suffit de regarder l'avenir, le projet Nord Stream 2. Comme ça s'est goupillé, à peu de choses près, il allait se mettre en marche. Ah bah oui, c'était à quelques semaines près. Donc, le Nord Stream 1 aujourd'hui, depuis le 11 juillet, il est en entretien, donc on donne plus de gaz à l'Europe. C'est quand même pas du jour au lendemain. Il y en a pour 10 jours à peu près. Oui, donc on verra au bout de 10 jours. Veulent bien. Donc on est bien dans une situation, effectivement, quand on veut faire une guerre, ça je dis que Poutine l'a préparé depuis bien longtemps, d'ailleurs au moins depuis 2008, parce que peut-être qu'on lui a pas donné l'attention, on en a beaucoup parlé de ça, l'attention qu'il fallait, on l'a peut-être un peu pas trop respecté non plus, on lui a peut-être pas satisfait son ego, et il s'est dit un jour, puisque vous voulez pas comprendre, je vais faire quelque chose. Et puis en plus, comme vous avez montré que vous étiez faible tous les jours, parce qu'en fait, quand on montre sa faiblesse, l'Europe a montré sa faiblesse depuis des années. Reprenons les dépenses d'armement. On n'a pas arrêté de baisser notre capacité de nous défendre. Quand on a vu ce qui se passait en Ukraine, est-ce que la France, l'Allemagne a rempli son rôle ? Non. Est-ce que la Grande-Bretagne a rempli son rôle en 1994 ? Tous les États européens se sont désengagés de leurs responsabilités géopolitiques et finalement ouvert la porte à l'agression et donc au rapport de force voulu par Poutine qu'il a préparé en amont. Non, je crois que ce qui a réellement ouvert la porte à l'agression, c'est le fait que la France et l'Allemagne n'ont pas fait respecter les accords de Minsk qui étaient sanctifiés par les Nations Unies. Mais les accords de Minsk ne sont pas praticables. Les accords de Minsk étaient imposés. Ils étaient tout à fait praticables. La France et l'Allemagne les ont signés. Et l'Ukraine ne les a pas respectés. Non, c'est la Russie qui ne les a pas respectés. Non. Lisez les accords de Minsk, s'il vous plaît. Bien sûr. Lisez-les. Pas la version tronquée. Quelle version tronquée ? Les versions pro-russes. Désolée,
que l'on met en avant en disant... Les accords de Minsk, il était mis en place pour tordre les mains aux Ukrainiens, pour légaliser l'infraction sur la souveraineté de l'Ukraine et sur l'intégrité. Pourquoi le président Poroshenko les a-t-il signés alors? Parce que c'était la perte qu'on a fait, la perte militaire en 2014, c'était les accords de Minsk 1, et après 2015, encore une autre perte militaire. Alors voilà un traité qu'on ne respecte pas parce que ça convient aux uns aux autres. Mais si je peux me permettre de sortir de l'affrontement pour l'un et l'autre, au fond, le cas de la Crimée, on voyait tout à l'heure le pont de la Crimée, est-ce que ce n'est pas révélateur de ce que vous disiez, général, cette forme d'aveuglement des Occidentaux qui se disaient oui, c'est toujours les leçons, pourvu que ça marche, on laisse la Crimée aux Russes et puis espérons que ça s'arrête là. C'est vraiment ça, parce qu'on a déjà donné à la Russie la Crimée, on a donné le Donbass et on s'est dit, voilà, ça va s'arrêter là. Allez, on va juste donner ce qu'ils veulent. Et il ne va pas s'arrêter là. C'est pas ce qu'il veut. Il veut tout l'Ukraine, il veut restaurer un peu cette image de l'Empire qu'il a dans la tête, il va tout restaurer. Et pour lui, tout ce qui est ukrainien, il va juste exterminer ça. Les personnes qui sont à Kherson et aux Zaporizhzhia, ils sont maintenant par cette... pouvoir des occupants, ils sont expulsés de leur territoire. Ils disent il faut mieux que vous partez, parce que sinon vous serez jugés pour l'extrémisme. Patrick Martin-Genier. Non, mais c'est triste à dire, mais c'est encore ce qui trotte dans la tête de certaines chancelleries occidentales. Et aux États-Unis, certains commencent à dire bon, il faut prendre en compte la réalité territoriale. Sur le plan diplomatique, la réelle politique. Il faudrait que maintenant l'Ukraine prenne en compte la réalité territoriale, ce qu'ont dit les Russes également. En d'autres termes, et on sait même que les États-Unis ont envoyé un émissaire à Kiev pour essayer de dire, Monsieur le Président, est-ce que vous ne pourriez pas essayer de faire un effort? Et donc, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que je comprends la résistance ukrainienne, et ils ont raison, il faut faire la guerre. Mais à un moment donné, ils ne pourront plus la faire. Et donc, il va y avoir des émissaires qui vont être envoyés pour essayer de négocier quelque chose. Et ce sera Poutine qui va gagner la guerre après tout ça, après tous les terreurs qu'il a commis, après tout ce qu'il a fait. Non, vous trouvez c'est normal? C'est normal dès le XXIe siècle? Je ne dis pas que c'est normal. Je dis que c'est la réelle politique. Oui, mais avec son cynisme. C'est réelle politique. Ce qui est absurde dans cette histoire, c'est qu'au début du mois de mars, il y avait des négociations à Istanbul, des négociations de paix qui ont été à deux doigts de réussir et qui prévoyaient l'offensive s'arrête, application des accords de Minsk, donc le Donbass reste ukrainien avec une autonomie, l'Ukraine reconnaît la Crimée russe et elle accepte de ne pas être membre de l'OTAN. Voilà. Et on était à deux doigts de signer. Et ce sont justement les Américains qui ont refusé en disant aux Ukrainiens « Nous allons vous armer, vous allez voir ce que vous allez voir, nous allons vous envoyer du matériel et vous allez battre les Russes. » Et pendant 2 mois ou 3 mois, ils ont tenu ce langage et aujourd'hui, ils reculent parce qu'ils voient bien que ça ne mène nulle part. Est-ce qu'il y a eu des fausses promesses des Occidentaux d'une certaine manière? Est-ce que selon vous, l'Occident a trop promis et peu tenu? Alors, moi je voudrais ajouter quelque chose sur cette promesse. Il est clair que les Européens ont fait des promesses à Zelensky en matière d'aide matérielle, d'aide militaire, des promesses qui, à mon avis, ont largement dépassé ce qu'ils étaient capables de faire. Exemple? Par exemple, en expliquant à Zelensky qu'ils allaient livrer des armes qui pourraient stopper de manière décisive les Russes. On a bien vu que ces armes ont posé des problèmes aux Russes dans la première partie de la manœuvre, mais étaient largement insuffisantes ensuite pour pouvoir stopper le rouleau compresseur russe. C'est évident, tous les spécialistes le savaient. Il fallait des chars contre des chars, des avions contre des avions. Oui. On n'a pas livré d'avions, on n'a pas livré de chars. La fameuse demande des Ukrainiens d'égalité, de parité des armes. Évidemment, alors ça, les Occidentaux, ils ont déjà dit, oh là là, c'est compliqué. Oui, mais avec HIMARS, par exemple, vu que c'est beaucoup plus efficace, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité aussi qui compte. Au final, on se dit, il faut pas en HIMARS sur chaque kilomètre de la frontière. Il faut peut-être moins, beaucoup moins. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu le même... On parle de 11 HIMARS. Hein, oui, 11. Je sais. Vous savez combien l'armée ukrainienne a de canons dont elle ne peut pas se servir parce qu'elle n'a plus de munitions? Des milliers. Combien de lance-roquettes multiples? Des centaines. Et toujours pas de munitions. Alors ce n'est pas 11 HIMARS et 14 César qui vont faire la différence. Oui, mais je sais ça, monsieur. Et nous, on ne va pas arrêter la guerre demain. Parce que nous, on est quand même... C'est notre territoire et on ne veut pas... Attendez, laissez finir. On veut pas Pierre-Laurent, laissez finir. Oui, on veut nous battre parce qu'on a le droit de protéger notre territoire. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Qui c'est qui va vous donner les 5 milliards par mois pour votre budget? Qui?
Les États-Unis, ils ont déjà 40 milliards d'euros, 40 milliards de dollars qu'ils ont distribués. Et combien vont aller dans la poche de vos oligarques? Combien? Pourquoi vous me dites... Non, mais je vous pose la question. Maintenant, vous voulez partir sur les problèmes ukrainiens et de corruption. Je suis très consciente qu'il y a le problème de corruption. Pour essayer d'éclaircir le débat. Est-ce que, par exemple, est-ce que vous pensez, Ludmila, que le président Zelensky est en situation de dire je veux recouvrer la souveraineté en Crimée? Est-ce que vous pensez qu'il a la possibilité politique de le faire? Ou est-ce qu'un jour, s'agissant de la Crimée, eh bien, il va falloir passer par une transaction? Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le débat de céder nos prétentions sur la Crimée, qui est le Crimée est ukrainien, comme la Donbass. Mais est-ce que vous avez la possibilité de le reconquérir, la Crimée? Oui, je pense que oui. Pas aujourd'hui, mais plus tard. Quand on aura les armements qui vont être livrés, qui vont être sur le territoire ukrainien, quand on aura plus de personnes qui sont formées, ils sont en train d'être formés, et là, on va pouvoir faire ça. Faire l'offensive. Moi, j'y crois. Et je crois aussi parce que c'est la ligne que le gouvernement ukrainien met en avant. C'est la ligne qui respecte nos droits en tant que peuple de défense légitime de notre territoire et de notre souveraineté. Et je ne vois pas pourquoi on devrait renoncer à ce droit-là. Il ne s'agit pas de renoncer, c'est de prendre en compte la réalité du terrain. Le prix qu'on paye, est-ce que vous pensez que tous ces gens-là qui sont morts, ils vont se dire, mais on est mort pour rien au final. Parce qu'au final, la Russie va tout récupérer. Et au final, rien marche dans ce monde du 21e siècle. Ça s'appelle la résistance ukrainienne. On est d'accord. Oui. Alors, vous imaginez que ça sera très difficilement acceptable par la population ukrainienne à ce moment-là. Patrick Martin-Génie, la discussion qu'on vient d'avoir qui est très prenante, est-ce qu'elle n'est pas révélatrice d'une forme d'erreur que l'Occident a commise en disant on va vous aider jusqu'au bout, souveraineté, vous allez récupérer ça. Et en réalité, on en est à... Et vous le dites vous-même dans vos mots. Il y a la réalité du terrain. Est-ce que quand même, il ne faut pas? Est-ce que ce sera possible? Est-ce qu'il n'y a pas là un double discours occidental? C'est comme si on avait dit aux Français en 1944, discutez quand même avec l'Allemagne nazie, parce que vous ne pouvez pas quand même laisser une partie des territoires occupés. Évidemment, vu des Français, c'était inimaginable. On demande ça aux Ukrainiens aujourd'hui en ayant prétendu le contraire il y a 4 mois. Oui, c'est ce que, à mon avis, on est en train de réaliser en ce moment. Enfin, moi, la résistance ukrainienne, elle est formidable. On a envie de dire il faut continuer, mais quand on voit la réalité sur le terrain, on voit bien qu'il y a une avance quand même des Russes dans le Donbass. Ils ont pris des villes essentielles qu'ils sont en train de piller d'ailleurs. Et la question, en fait, la réalité, ce serait de dire les pays de l'OTAN doivent sauter en Ukraine et y aller. Ce serait la seule solution, mais malheureusement, stratégiquement, politiquement, c'est impossible. Donc la question, c'est ça aujourd'hui. Est-ce que c'est une lâcheté? Une lâcheté. Il y a une autre façon de répondre à la question, c'est qu'ont fait les Américains jusqu'à présent en matière de guerre. Prenons l'Afghanistan. Les Américains ont passé 10 ans, c'est la plus longue guerre de ces dernières années, 20 ans en Afghanistan. Ils sont partis en éteignant la lumière et en laissant les Afghans et les talibans revenir au pouvoir. Prenons l'Irak. Prenons l'Irak. Donc, en fait, tous les exemples des guerres américaines depuis la Seconde Guerre mondiale montrent que les Américains ne les ont pas gagnés, d'une part, et d'autre part, lâchent ensuite ceux qu'ils ne peuvent pas défendre. Général Chourancy. Oui, moi, je veux rebondir sur ce qui a été dit avant. Oui, le terrain, on le regarde. Très bien. Mais pour l'instant, moi, ce que je pose comme question, avec tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, est-ce que les Français, les Allemands vont accepter tous les sacrifices qu'on va leur demander dans les mois qui viennent s'il n'y a pas un vrai résultat sur le terrain? Et est-ce que cette guerre va s'arrêter demain? Je crains que malheureusement le terrain montre que ça ne va pas s'arrêter demain. Je ne suis pas certain que les Ukrainiens gagnent et je ne suis pas certain du tout que les Français acceptent demain, ou les Allemands ou d'autres, de payer, y compris la reconstruction, 750 milliards, je crois, d'euros, de dollars. Oui, c'est la Russie qui va payer, de toute manière. Non, mais la Russie ne paiera pas. Il faut savoir que faut être réaliste. Les 900 milliards si la Russie est condamnée, oui. Les 900 milliards décidés par l'Union européenne ont été bloqués par l'Allemagne. Par une institution qui va être remontée contre la Russie, comme à Gag. Oui. Non, mais il faut revenir à la réalité. Pour tous ces crimes le problème, on n'est pas dans les. On comprend l'émotion, on est tous d'accord sur l'émotion qui est la vôtre. C'est normal. Maintenant, nous sommes, c'est vrai, à l'extérieur. Nous ne faisons pas la guerre. Nous la soutenons, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et il y a un moment où ce soutien va montrer ses faiblesses. On en a parlé tout à l'heure. Vulnérabilité alimentaire, vulnérabilité énergétique, économique qui se casse la figure. Et qu'est-ce qu'on dit en France? Pouvoir d'achat. Puis pas d'autres problèmes. Les priorités, un jour, les nôtres vont passer avant les vôtres. Ne vous faites pas d'illusions. Il faut bien en prendre conscience. Sauf que il y a plusieurs... Attendez, si juste répondre. Non, c'est beaucoup plus facile. Je passe la parole. Je vais juste finir la réponse. Si vous interpelliez, puis je vous passe la parole.
Je pense que c'est juste plus facile de diviser, de juste donner les territoires qui ne sont pas les vôtres. C'est pas la question de donner, je sais pas, la région de PACA à quelqu'un d'autre et se dire, voilà, non, on peut rien faire. C'est beaucoup plus facile de juste laisser l'Ukraine être divisée, et voilà, et s'embêtez pas. C'est bon, hein. C'est très facile quand c'est pas à toi. Non, je voulais dire qu'il y a plusieurs rendez-vous dans les semaines et les mois qui viennent. Il y a un rendez-vous de politique intérieure allemande, un rendez-vous de politique intérieure française là à la rentrée, et il y a un rendez-vous il y a un rendez-vous international qui est important, qui est celui qui s'est tenu hier entre Joe Biden et le président, enfin le MBS, c'est-à-dire le leader saoudien, sur les questions d'ouverture du robinet du pétrole pour savoir si les cours peuvent redescendre. Et il y a un troisième rendez-vous de politique internationale et intérieure américaine mi-novembre. On va savoir si l'administration Biden continuera à donner de la politique internationale ou si ce sont les républicains qui vont reprendre le manche. Et là, il peut y avoir à ce moment-là de nouveaux changements. Donc c'est pour dire à madame qu'il y a un certain nombre de rendez-vous qui sont sur lesquels l'Ukraine n'a pas main et qui risquent d'influer de façon très importante sur le cours de la guerre en Ukraine. Pardon d'être un peu répétitif dans la question, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de double discours? Ces derniers jours encore, c'est pas il y a 6 mois, ces derniers jours encore, des responsables occidentaux disent on va rétablir l'Ukraine dans toute sa souveraineté territoriale. Et quand on vous entend ici, à part vous, Ludmila, la plupart des voix européennes disent ce sera compliqué parce que la réalité du terrain, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie occidentale? Oui, bien sûr, il y a de l'hypocrisie. Parce qu'on dit, voilà, l'Ukraine, elle ne se bat pour les valeurs démocratiques, mais au final, pas autant que ça, pas pour nos valeurs, parce que nous, on a le pouvoir d'achat. Bon, au final, on va pas vraiment soutenir l'Ukraine jusqu'au bout. Moi, je suis très consciente que le soutien va s'évader, il est en train de vraiment être un peu dans la phase d'érosion. Et c'est justement sur quoi Poutine mise, parce que le plus longtemps ça dure, plus il a le temps pour les Européennes de réaliser les problèmes qui sont d'ailleurs les conséquences des erreurs passées. Et de se dire non, on ne va pas soutenir l'Ukraine. Et au final, tous ces grands discours sur la démocratie, sur le soutien et la solidarité, ça tombe à l'eau. Et au final, oui, c'est juste de l'hypocrisie. Je crois qu'il y a deux questions une question qu'il faut bien évoquer. On parle des politiques qui décident de soutenir l'Ukraine, et ils ont raison de le faire, puisqu'effectivement, il y a une menace sur la sécurité européenne. Maintenant, ce dont nous parlions, c'est le citoyen lambda, celui qui vote. Et donc avec les objectifs de politique intérieure qui fait qu'à un moment donné, cette politique intérieure va influer sur la décision du politique en politique étrangère. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc oui, les politiques font leur job, ils assument la mission, ils défendent l'Ukraine dans sa difficulté. Mais notre opinion publique, à un moment donné, va dire on ne veut pas. Sur l'hypocrisie, il n'y a pas d'hypocrisie réellement. Ce qu'il y a de la part de la classe politique européenne en général, c'est ce que les anglo-saxons nomment le wishful thinking. On va faire ça, on est capable de faire ça. Et ensuite, lorsqu'on est confronté aux faits, on se rend compte que non, qu'on ne peut pas. Et là, on est bien obligé d'avoir un double langage, parce qu'on a promis des choses que l'on ne pouvait pas tenir, et ensuite, on se rend compte que la difficulté est d'aller, non pas à la totalité, de couvrir la totalité de ce que l'on a promis, mais simplement 10%. 10%, c'est pas possible. Ça n'est pas un bras de fer qui est seulement européen, mais mondial. Ce soir, alors, il y a des puissances qui peuvent paraître, par certains côtés, marginales, mais leur voix compte parce que ce sont la Corée du Nord qui s'engage dans l'affaire. Jusque-là, on a beaucoup parlé d'hypocrisie. Et maintenant, on va parler d'ambiguïté. D'où sortent certains pays, 3 en particulier, 3 pays qui manœuvrent de plus en plus aux côtés des Russes. D'abord, l'Iran, qui, selon les renseignements américains, pourrait livrer des centaines de drones à la Russie. On a vu avec la Turquie que les aéronefs télécommandés sont déjà utilisés en Ukraine pour des opérations de reconnaissance. Ensuite, pour faciliter le largage des bombes. Ensuite, vous l'avez dit, la Corée du Nord qui reconnaît 2 régions séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine. Si je ne m'abuse, elle est le 3e pays à le faire. Et enfin, la Chine, par la voix de Xi Jinping, qui déclarait le mois dernier à la télévision chinoise « La Chine est prête à une coopération stratégique étroite avec la Fédération de Russie afin de fournir un soutien mutuel ». Alors, il ne précise pas quelle forme va prendre ce soutien. On dit qu'on sort de l'ambiguïté, toujours à ses dépens.
Alors aujourd'hui, il y a un article qui vient de sortir dans la presse américaine qui dit que la Chine fournit effectivement des semi-conducteurs et autres ustensiles utiles pour l'armement. Vous voyez, donc on est un peu plus précis là, petit à petit. En fait, ce que fait la Chine, c'est remplacer les matériaux de haute technologie que les Occidentaux ne livrent plus. Voilà. Bon. Ensuite, en ce qui concerne la Corée du Nord, c'est anecdotique. Et pour finir, l'Iran. Eh bien, il y a une tradition depuis la guerre Iran-Irak. Les Russes fournissent des armements à l'Iran parce que l'Iran était armé par les Américains qui ont supprimé leur soutien, se sont retrouvés avec du matériel dont ils n'avaient plus les pièces détachées et les Russes ont remplacé. Par ailleurs, en ce qui concerne les drones, le champ de portée et de capacité de ces appareils est tellement vaste qu'un seul pays ne peut pas avoir la totalité. Donc, il y a des effets de niche et chaque pays, la Turquie, l'Iran, se blottit dans une niche et vend ce qu'elle produit de mieux dans le domaine des drones. Ludmila Totieva, est-ce que ça vous renforce, selon vous, dans une forme d'inconscience occidentale devant ce danger qui est une union de régimes, de dictatures? On en a quelques-unes des dictatures les plus noires de la planète qui s'unissent. Il y a un camp vraiment des dictatures avec une solidarité de dictatures. Pour moi, c'est très clair. Effectivement, il y a cette division, si vous voulez ou vous voulez pas, mais il y a quand même une division qui passe aussi par l'économie, par les relations politiques. Et carrément, je pense que si les Occidentaux continuent d'avoir des mêmes idées que sur ce plateau-là, la guerre, elle va être perdue contre la Chine et contre tous ces pays autoritaires. Parce que, de toute manière, si ce que vous avez à proposer, ça sera plein de concessions, ça ne sera pas comme ça que la guerre va être gagnée. On va quand même rectifier. On n'a pas les idées des Occidentaux autour de ce plateau. Autour de ce plateau, on analyse une situation et on vous apporte des éléments de réflexion. Ce que nous voyons, c'est ce qu'on vous a dit, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Voilà, il y a une situation. Il y a beaucoup de personnes qui pensent de même manière. Si, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Comme nous sommes en démocratie, la voix de la démocratie va s'exprimer et on va dire, les Ukrainiens, vous débrouillez. Je constate juste le fait. Encore une fois, on entendait les généraux français, je pensais au général Yakovlev sur ce même plateau qui disait non, on pourrait bombarder des positions russes, on pourrait répondre par la force à un niveau de force sinon équivalent, en tout cas en montrant les muscles ou en montrant les dents de manière considérable. C'est impensable, ça, pour vous? Non, mon camarade Yakovlev s'est avancé, j'ai bien écouté ce qu'il a dit. On était ensemble à l'école de guerre, c'est quelqu'un de brillant, qui ne mâche pas ses mots. Il faut quand même voir, militairement, ça peut dire quelque chose, mais politiquement, ça veut dire qu'on rentre en guerre. C'est un symbole très fort. Mettre les gens, les Occidentaux, avec les petits soldats à la frontière face à la Russie, comme on voit l'état de déliquescence de la défense européenne aujourd'hui, on aurait pris, en plus, on serait fait battre. Il faut être concret. On est dans la réelle politique. Même le Royaume-Uni ne l'a pas fait. Vous voyez, Boris Johnson. Ils ont quand même envoyé un peu de monde quand même par-ci par-là. N'oublions pas quand même. Mais pardon. Je me permets alors là de vous reprendre quand on parle de double discours. Beaucoup de généraux sur ce même plateau, depuis le début de la guerre, disaient la Russie, en armée conventionnelle, elle est très faible, elle s'enlise, etc. Et là, vous me dites, on n'aurait pas pu la battre. Si quand même on le voudrait, on serait bien empêché de la battre. Je vais vous expliquer. Oui. Expliquez-moi. Je vais vous expliquer. En fait, nous sommes un ensemble de pays. Pour l'OTAN, pas l'Union européenne. L'OTAN, il suffit de regarder ce qui se passe à l'Est aujourd'hui. On a 10-15 pays qui ont envoyé 1000 hommes par ceci, 4000 hommes par là. Et il faut faire travailler tout le monde ensemble. Donc le temps d'organiser une armée capable de travailler ensemble, de multiples nationalités, dans toutes les guerres, on n'est pas capable de s'opposer correctement à une armée unique, même si elle est mauvaise. Voilà, c'est tout bête. C'est uniquement une question d'entraînement et de formation. Il n'y a que l'OTAN aujourd'hui qui peut nous donner ses capacités de travail, mais toutes les opérations que nous avons faites en multinationale, c'est des mois de préparation avant de s'engager. Donc même à bout de 5 mois de guerre, on n'aura pas été prêt et on aurait été battu vraisemblablement. Pas forcément, mais vraisemblablement. Mais admettez quand même que je souligne le contraste, parce que c'est vrai que les généraux, encore une fois, disaient... Il ne faut pas avoir peur du nucléaire de Poutine parce qu'il monte les dents, mais jamais il n'osera l'utiliser, c'est du bluff. Disait, l'armée russe, finalement, elle est très faible, on voit qu'elle ses faiblesses. Et quand on dit, alors, est-ce que les armées occidentales pourraient se battre pour de vrai? On dit, là. Non, moi j'ai jamais dit que l'armée russe était faible, donc moi ça me rassure. Par contre, j'ai bien dit que l'arme nucléaire, je n'y croyais pas trop.
mais maintenant, on est dans une autre rationalité. Ce qu'on voit au bout de 4 mois, il y a une rationalité russe qui n'est pas forcément la nôtre. Maintenant, en termes d'efficacité militaire, nous n'étions pas prêts d'avoir cette efficacité de victoire. Voilà. Donc, il y a un risque. Maintenant, si les politiques décident qu'on fait la guerre, on fait la guerre. Alors, pour revenir à la question qui a été posée, les alliés de Poutine, on voit bien que ces grands États ont tous un point commun avec la Russie. La Chine veut faire du commerce, la Chine a l'intention d'envahir Taïwan. Donc c'est aussi une façon pour la Chine de nous tester si un jour elle devait envahir Taïwan. De quelle façon ça se passerait? La Corée du Nord, je ne suis pas certain que ce soit parfaitement anecdotique, parce que lorsque vous voyagez au Japon, on a une peur considérable des essais nucléaires du Japon. Vous savez, vous prenez l'avion, ça va être arrivé là-bas, on nous a dit on va se détourner parce qu'on a peur d'un missile qui puisse éventuellement menacer le Japon. Donc ils utilisent l'arme nucléaire comme une menace sur leurs voisins, et notamment le Japon. Et vous savez que le Japon est en train de discuter d'une éventuelle révision de la Constitution pour avoir une armée. Et enfin, sur l'Iran, c'est un État qui terrorise, qui a des ambitions territoriales, et notamment, vous savez que c'est un grand danger pour Israël également. Donc ce sont tous des États qui ont une dimension un peu terroriste et expansionniste. Donc ce sont des États qui ont objectivement intérêt à être alliés de Poutine. Action contre action, Joe Biden est en visite aujourd'hui en Arabie Saoudite. Ça a tout un sens parce que là, quand on parlait de la guerre du pétrole, il y a un enjeu très important pour les États-Unis de manier un autre axe. Quel est le jeu qu'il joue là en Arabie Saoudite? Vous savez, l'Arabie Saoudite, on parlait de partenaires incontournables comme la Turquie, c'en est un également. Si jamais cette monarchie devait être déstabilisée, ce serait toute la position des États-Unis dans la région qui le serait, premièrement. Donc c'est une position stratégique très importante. Et on voit bien qu'avec ce prince Ben Salman, Mohamed Ben Salman, qui a été accusé d'avoir tué effectivement donc un journaliste franco-américano-turc. Et au passage, Joe Biden, pendant la campagne électorale, avait dit on va traiter l'Arabie Saoudite en État paria, on voit le résultat. Ce n'est pas possible, car c'est un partenaire stratégique très important. De surcroît, ça a été dit tout à l'heure, on a peut-être besoin de l'Arabie Saoudite pour le pétrole. Vous parliez de réel politique tout à l'heure, on continue, vous restez sur la... Ah oui, la réelle politique, le cynisme des relations internationales, il est là. C'est comme quand on nous dit qu'on va parler des droits de l'homme quand on va à l'étranger. En réalité, on met ça dans une petite caisse, mais on n'en parle pas. La question est intéressante sur l'Arabie Saoudite, puisqu'en réalité, les Saoudiens font le grief aux Américains de ne plus vouloir les défendre. Les forces américaines dans le Golfe Persique ont baissé de 70% ces dernières années. Pourquoi? Parce que les Américains se tournent maintenant vers la Chine. Donc, ils reprochent ça aux Américains, et les Saoudiens leur disent « Vous ne voulez pas nous défendre, alors nous continuons à faire un deal avec Vladimir Poutine en matière de pétrole, et nous n'allons pas augmenter les robinets du pétrole pour pouvoir conserver des prix très chers. » Rappelons l'histoire. Dans les années 80, Ronald Reagan réussit ce coup phénoménal en faisant baisser le prix du pétrole avec ses alliés saoudiens pour essouffler, pour faire que l'Union soviétique s'essouffle. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de ça en 2022? C'est-à-dire, est-ce que l'Arabie Saoudite et quelques autres États ont les moyens d'ouvrir les robinets de telle façon que le prix du pétrole baisse et que la Russie en soit handicapée? Il semblerait que l'Arabie Saoudite en ait les capacités, mais aujourd'hui, on est dans un deal. On est dans un deal où l'Arabie Saoudite, comme tu l'as dit il y a quelques instants, a besoin de la sécurité américaine, même si elle n'y croit pas beaucoup. Donc on est quand même dans une sécurité régionale qui est peut-être éloignée des questions ukrainiennes, mais une sécurité régionale. Et comme les Américains, c'est quand même les gendarmes du monde, qu'on puisse en dire, n'oublions pas, ils l'ont pas été pendant quelques années, mais ils reviennent. Et ils voient bien qu'ils n'ont pas le choix. Et je pense quand même que le président Biden s'est trompé sur un certain nombre de points. Il était très idéologue dans ses approches, dans ses propos, et qui fait qu'aujourd'hui, la réelle politique revient. J'ai des intérêts dans cette zone, et on voit bien ce qui se passe en Arabie Saoudite peut avoir un impact sur ce qui passe en Ukraine. Donc je suis obligé de négocier. Ici, on peut même parler du Qatar. Le problème du gaz vient aussi du Qatar. Le Qatar est un gros producteur de gaz. Peut-être juste pour répondre à votre question, c'est vrai que si on baisse les prix de pétrole de 40 à 60 dollars par baril, ça pourrait effectivement faire cet effet sur l'économie de la Russie. Maintenant, c'est à 120, je crois. Alors, mais ça a déjà dépassé les 100. Alors, effectivement, pour aller jusqu'à 60 ou même 40, c'est pas, enfin, il faut y aller vraiment. Il faut qu'il y ait une volonté et toutes les. Il y a un autre impact. Il y a les autres pays qui vendent leur pétrole et qui ont besoin d'un pétrole à 80-90 dollars pour avoir une économie qui fonctionne. Tous les pays, l'Algérie par exemple, a besoin d'un pétrole qui se vend cher.
parce que s'il veut maintenir son budget. Donc on est dans des liens, on ne se rend pas compte du nombre de liens qu'il y a dans ce conflit, et on les découvre aujourd'hui. Et alors maintenant, qui va être capable de définir une politique étrangère digne de ce nom pour résoudre ce genre de problème et que ça ne se reproduise pas? J'avoue qu'on a beaucoup de travail à faire dans nos écoles pour trouver des solutions. Alors qu'est-ce qui se passe pendant ce temps en Russie? Il y a un sondage extrêmement intéressant qui est sorti parce qu'en réalité, il n'était pas destiné à être public. Et pour la première fois, peut-être, on a une source, elle vaut ce qu'elle vaut, où on peut peut-être comprendre ce qui se passe dans l'opinion russe. C'était un sondage que le Kremlin a commandé et qui a fuité, comme on dit, et on a une vision assez nuancée au fond de l'opinion russe. 30% des Russes veulent que les combats s'arrêtent, 57% veulent que les combats continuent, et ce qui correspond, enfin ce qui montre l'évolution depuis les 72% de soutien à la guerre qui étaient encore fin mai. Est-ce que ça, pour vous, c'est une source d'espoir, Ludmila? Vous voyez le verre à demi-plein ou à demi-vide? C'est 57%. Je pense que la question, il est plutôt recentrée sur les foyers en Russie, sur les Russes, comment ils ressentent la guerre. Est-ce qu'il y a, parce qu'il y a quand même des morts qui ont commencé à rentrer, il y a des personnes qu'on n'arrive pas à retrouver, il y a effectivement les familles qui sont beaucoup plus touchées, les prix en général ils sont augmentés parce que voilà c'est quand même difficile pour certains foyers qui sont très fragilisés. Après, quand je regarde les réactions de réseaux sociaux, surtout russes, sur les bombardements à Vinnytsia, quand il y a des gens qui disent bah oui, il fallait même frapper plus fort tous les nazis, il faut tous les détruire, il y a énormément de cette manifestation-là de haine, vraiment de comment ils voient les Ukrainiens et ce qui se passe chez nous. Franchement, moi, je suis pas très optimiste. Après que les populations vont vouloir que les combats s'arrêtent, pour qu'il y ait un peu plus de stabilité et plus de focalisation sur les problèmes internes. Parce que, en même temps, ce qui se passe dans le Kremlin, ils ont commencé des purges assez intéressantes, avec beaucoup de personnes qui sont soit remplacées, soit ramenées, des nouvelles lois qui étaient aussi votées, comme quoi, maintenant, tout ce que vous dites, ça pourrait être interprété comme en soutien, en collaboration avec des agents internationaux, des choses comme ça. Alors, il y a effectivement une sorte de... Voilà, il craque sur les droits de même s'exprimer un peu plus sur les réseaux. Et autrement, alors effectivement, il y a une certaine partie de population, surtout qui sont peut-être à Moscou ou à Pétersbourg, dans les villes les plus grandes, qui sont pas forcément super contents. Regardons l'expression par âge aussi dans ce même sondage. Elle est très intéressante parce qu'on voit là des différences qui sont considérables selon l'âge des catégories consultées. Chez les 18-24 ans, l'opposition à la guerre à 56%, 43% chez les 25 à 34%, alors que chez les 60 ans et plus, il y a un soutien, oui, vous disiez c'est soviétique. Oui, c'est les gens qui ont vécu l'époque soviétique, qui adorent cette idée que voilà, on va faire l'Union soviétique encore une fois, on va rétablir tout ça, ça sera magnifique. Voilà, il faut juste que vous baissez les armes, c'est tout simple. Après tout ce qu'on a fait à vous, maintenant, on serait encore les frères réunis. Mais quelle hypocrisie, mais quel cynisme! Vous imaginez, c'est pire qu'autre chose. Effectivement, pour moi, il y a effectivement une division très forte sur les tranches d'âge. C'est comme les personnes qui voulaient, faire partie, qui voulaient appeler la Russie en Lugansk ou Donetsk, et beaucoup entre eux, c'était soit des Russes, soit des personnes qui sont de cet âge-là, 60 et plus. Votre regard sur ces chiffres? Moi, je pense qu'on a ce genre de chiffres, on aurait presque les mêmes si on était concernés. Car je comprends que des jeunes de 18-24 ans n'aient pas envie de faire la guerre et qu'ils soient majoritairement contre. Ça me semble tout à fait logique. Quand on est un peu plus âgé, un peu plus dégagé des obligations militaires, ah oui, pourquoi pas. Et puis on vieillit, il y a un trou quand même, entre 34 et 60 ans. Quand même, il faut le remarquer là. On dirait... bon, allez, les petits jeunes, il faut y aller. Dans tous les pays, on aurait le même problème. Donc, il n'y a pas une histoire uniquement d'Union soviétique. Je pense, dans tous les cas, il est normal que des jeunes qui sont les premiers concernés par une guerre se disent « j'ai pas envie de la faire ». Il y a des morts, et les gens le savent. Et ils savent très bien que s'ils vont dans le Donbass aujourd'hui, il y a un risque que leurs fils, leurs enfants ou leurs frères y passent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'armée russe a besoin, pour pouvoir avoir le nombre de gens sous contrat qu'elle a, de faire à peu près 2 fois par an une levée de 100 000 personnes sous les drapeaux pour faire un espèce de service national, si vous voulez. On sait aujourd'hui que les chiffres sont plutôt suivis et on entend beaucoup de gens qui veulent s'engager pour venger les morts. Et pour terminer cette réflexion, le vice-président de la Douma, il y a quelques semaines, a donné une interview au magazine Le Point, dans lequel il représente une voix
qui est encore beaucoup plus extrême que celle de Vladimir Poutine. Il dit carrément il faut aller jusqu'à de l'autre côté de la frontière, du côté polonais. Vous avez dans la société russe des gens qui sont beaucoup plus extrêmes que la position actuelle du Kremlin. Oui, alors il faut peut-être expliquer le contexte. C'est ce qu'il disait l'autre jour sur ce même plateau avec Éric Brunet. Un spécialiste disait que ce sondage a été commandé par le Kremlin, mais qu'il a fuité via un organisme, je ne sais pas si vous vouliez en parler, via un organisme de presse indépendant. Et que, effectivement, ce qui est intéressant, moi je vous laisserai expliquer, donc si vous avez l'explication, mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre un durcissement du régime. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une partie de la population qui commence à être mécontente. Oui. Il y a plusieurs preuves. En fait, il y a quand même les sanctions qui commencent à avoir un certain effet avec de l'inflation. On voit bien que les industries manquent de certains produits. Donc les sanctions commencent à avoir un effet. Et vous l'avez dit tout à fait justement, la Douma vient de voter des lois visant à sanctionner des personnes qui sont considérés comme des agents de l'ennemi, non pas uniquement s'ils ont des contacts, mais s'ils reprennent le langage de l'étranger. Donc c'est important. Avec quand même des indices, disons, d'affaiblissement de l'opinion russe pour le recrutement notamment, n'est-ce pas, Garance ? La stratégie de la carotte, Darius. Voilà comment Moscou procède pour embaucher des soldats, parce qu'officiellement, la Russie n'est pas en guerre, elle est en opération militaire spéciale. Et donc, elle ne peut pas s'appuyer sur la mobilisation générale, d'où ces efforts démesurés pour recruter, des efforts notamment financiers. Écoutez ce commissaire en charge du recrutement. Денежное довольствие, которое начисляется за специальную военную операцию, составляет от 200 до 400 тысяч. Если у вас есть желание, обращайтесь в военный комиссариат города Конаково и Конаковского района. On va s'arrêter sur ce chiffre, sur cette fourchette 200 000 à 400 000 roubles par mois. En euros, ça correspond à un peu plus de 3 400 à 6 800 euros par mois. Alors là, il faut un ordre de grandeur. C'est le salaire minimum en Russie qui est autour de 140 euros. Donc forcément, le salaire qui est proposé est extrêmement attractif. Et autre moyen qui va entrer en résonance avec ce fameux sondage, c'est l'âge limite pour s'engager qui a été reculé à 50 ans en mai dernier. C'était 40 ans auparavant. Et enfin, un dernier argument peut-être pour convaincre les jeunes là, de s'engager dans une guerre qui s'annonce longue. Ils seraient libres de s'arrêter et de rentrer chez eux au bout de 3 à 6 mois s'ils le désirent. C'est quand même très intéressant de voir ça. Hein. Personne n'a très envie d'aller quand même, enfin peu de gens ont très envie d'aller se battre là. Hein. Non, mais c'est pas les indications qu'on a du terrain. Moi j'ai des sources du côté de Moscou et les gens disent en ce moment il n'y a pas de baisse du nombre de gens qui veulent s'engager. Et encore une fois, vous avez... il y a évidemment des fluctuations, si vous voulez, mais il n'y a pas de baisse notable aujourd'hui, selon les sources qu'on a, que j'ai moi à Moscou. Excusez-moi, mais c'est quoi vos sources ? Monsieur, c'est mes sources. Ah, c'est vos sources ? Oui, voilà. Ouais. Bon, visiblement là, de toute façon, personne n'a le fin mot d'histoire, mais il y a en tout cas des efforts de recrutement qui montrent qu'ils ont besoin de trouver les gens. Non, mais c'est un peu normal. C'est normal, ça. On n'est pas dans une guerre. On est dans une opération spéciale. Ouais. Donc on veut des volontaires. Pour avoir des volontaires, il faut les payer. Surtout que quand on risque de mourir ou d'être blessé. Donc à la limite, il n'y a rien d'extraordinaire. Pardon de vous interrompre, mais on parlait tout à l'heure des pertes ukrainiennes. Il faut dire les évaluations de pertes russes, là, aucun chiffre établi. Mais si on est à au-delà de 30 000, comme certains renseignements occidentaux le disent, c'est quand même une saignée tout à fait considérable, même à l'échelle de la Russie, de son armée. Tout à fait, mais on a du mal à comprendre dans ces cas-là, si des chiffres sont totalement vrais, qu'une armée puisse continuer à fonctionner. Parce que quand il y a plus de 10% de pertes, c'est énorme. Et ce sont des combattants, c'est pas uniquement la logistique, donc c'est ceux qui sont en première ligne. On demande comment une armée comme ça peut tenir. Donc elle tient, c'est un fait. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai, c'est un fait. Maintenant, pour revenir à ces volontaires, il faut quand même. Il y a une chose que j'ai lu pas mal d'articles, effectivement, toutes ces questions-là. On va les recruter, mais il faut quand même les former. Il faut quand même les préparer au combat. Quand ils vont partir au bout de 3-4 mois, il faut au moins 2 à 3 mois de formation, sinon plus. Chez nous, c'est au moins 6 mois pour pas se faire tuer. Donc c'est là qu'on a du mal à comprendre le cheminement de la préparation de ces soldats capables de relever ou de compléter les effectifs. Voilà, donc c'était une interrogation, j'ai pas de réponse. En fait, il est encore un peu tôt à l'heure actuelle pour mesurer justement la capacité des Russes à tenir dans la durée. On va le savoir dans... peut-être à l'automne ou à l'hiver, parce qu'ils ont quand même des réserves. L'armée de contractuels, c'est 400 000 hommes.
Ils mettent en œuvre actuellement à peu près une centaine de milliers de personnes qu'ils font tourner, on estime, tous les mois. Et on sait aussi qu'ils mettent en avant, dans les endroits les plus chauds, plutôt les milices, les Tchétchènes, les gens comme ça, entre guillemets, plus de la chair à canon que, si vous voulez, l'armée régulière. Vous dites chair à canon. Est-ce que ça dit quelque chose de cette armée où il y a une vieille tradition où la vie du soldat n'a pas la même valeur que dans une armée américaine, par exemple, où on préserve la vie de leurs propres soldats. Alors, vous avez raison. Vous avez raison. Je pense que comment dirais-je, l'approche de la vie dans une armée russe ou dans une armée américaine ou la nôtre n'est pas la même. Mais voilà, peut-être que l'expression est mal choisie, mais vous avez raison. Le prix de la vie en Russie n'est pas le même que dans nos armées, c'est clair. Tout à l'heure, Sergueï Girnov était sur le plateau. Il donnait l'exemple même dans la vie quotidienne, le nombre. Il disait, je crois, qu'il y a 40 000 morts sur les routes en Russie chaque année, et c'est pas ressenti comme c'est le prix de la vie de manière générale dans la société russe est resté, tradition soviétique déjà, très inférieur à ce qu'il est en Europe occidentale. Sur les routes, c'est 2 fois moins, c'est à peu près 20 000, ce qui est déjà beaucoup. Ah oui. Ensuite, en ce qui concerne la chair à canon, la chair à canon, c'était à l'époque des tranchées. Où l'on mettait des conscrits et on les faisait aller à l'attaque. Il fallait le nombre, il fallait la masse. Là, nous ne sommes pas dans ce contexte. Là où l'armée russe a besoin de gens, c'est pour l'approvisionnement, la maintenance, etc. Ceux qui sont derrière les combattants aguerris, qui sont sur la première ligne. Et effectivement, pour cela, il n'y a pas besoin de beaucoup de formation. Ce qui explique peut-être la campagne actuelle, c'est qu'effectivement, les Russes ne peuvent plus amener sur des lignes très proches du front des munitions parce que avec les HIMARS, les Ukrainiens peuvent les détruire. Donc ils sont obligés d'éparpiller et par conséquent il faut plus de monde pour les ramener. Ludmila. Sauf que quand on voit les témoignages des personnes, par exemple, qui étaient recrutées à travers de Pôle emploi pour aller se battre, pour justement être contractuel, et la personne, elle n'était pas du tout formée. C'est-à-dire c'était une jeune personne qui est allée, et dans 3 mois, il était mort. Encore en Wagner, quand ils sont passés par les prisons pour recruter, qu'est-ce qu'ils disaient ? Écoutez, il faut que vous allez en avant, il y a peut-être 20% qui vont revenir, peut-être 10%, mais on ne sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire du prix de la vie ? La vie, elle ne compte pas. C'est l'idéologie qui est tout à fait, comme à l'époque soviétique, primordiale. Et il ne compte pas des vies. Voilà. Regardez, il fait même les génocides des certaines régions de la Russie, des Bouriates ou des autres, qui sont envoyés en masse en Ukraine. Et là, il n'y aura pas ces personnes qui vont retourner en Russie. Qu'est-ce que vous voulez Il y a clairement pour bien expliciter ça, il y a certaines républiques ou certaines régions de l'ancienne Union soviétique, l'actuelle Russie, qui sont plus sollicitées que d'autres. J'imagine c'est plus facile de recruter là que dans la jeunesse de Saint-Pétersbourg, en gros. Oui, voilà. Et puis, vous savez, il y avait un contraste. On avait vu ces grandes académies militaires défiler le 8 mai là-bas. C'est pas ces gens-là qui vont combattre le 9 mai. C'est pas ces gens-là qui vont combattre. Et il a été montré effectivement que c'était des jeunes issus de milieux défavorisés. Et aujourd'hui, ce que vient de dire ce général, c'est un aveu quand même. Parce que s'il en est à proposer un tel salaire, c'est que plus personne n'a envie de s'engager. En tout cas, dans l'armée dite régulière. Donc, il faut aller chercher des gens, notamment des jeunes qui sont en situation difficile, dans les milieux défavorisés. Et c'est une guerre où la chair à canon, c'est en réalité des jeunes qui ne savent même pas, qui ne sont pas formés, qui ne savent même pas ce qu'ils vont faire sur le terrain. On leur avait dit que c'était des manœuvres et qui, au final, vont se faire tuer. Cette séquence sur la propagande russe, c'est très intéressant d'analyser, soir après soir aussi, la propagande russe autour de Vladimir Poutine, l'image du chef tel que la télévision notamment le donne. Ça peut paraître complètement baroque, c'est une des astrologues très populaires en Russie qui donne le portrait astrologique de Vladimir Poutine. Et dans la logique du chef dont vous avez parlé souvent, Ludmila, la façon dont il est présenté là-bas précisément, écoutez cette séquence de la télévision russe. В контексте, что происходит между этими знаками, это довольно типично. Попытка сохранить баланс, договориться, и только когда уже не остается этой возможности, тогда идет нападение. Вот. Потому что у весов Марс для Скорпиона характерно стремление прицелиться и ударить. И поэтому он бьет осознанно. Voilà. Sur la manière dont Vladimir Poutine est présenté, on parlait tout à l'heure de guerre hybride, le fait que
cette stratégie est d'attaquer parfois de manière relativement opportuniste. On voit que dans le discours russe officiel, ça a une certaine résonance. Ce qu'elle dit, c'est justement, c'est en fait par rapport au signe Scorpion, alors dont Poutine relève. Déjà, il faut relativiser ça. Ce qu'on sait, c'est que Poutine, il a préparé sa guerre, ça c'est sûr. Il a préparé depuis longtemps. Il a ses idées de comment le faire. Il le fait, comme il le met en place. Mais après, dire que c'est parce qu'il n'avait pas un autre choix que ça. En mois de décembre, parce que tout le monde revient sur ça, que Poutine était refusé une grande concession qu'il a voulu proposer aux États-Unis ou à l'OTAN. La chose qu'il a proposée, c'était complètement inouï. C'est une nouvelle redéfinition de toutes les frontières dans le monde, en Europe. C'était quelque chose qui était inacceptable. Bien sûr, c'était refusé par les États-Unis et bien sûr, c'est comme ça. On ne peut pas juste se dire, écoute, on va juste diviser comme à l'époque Molotov-Ribbentrop, on va juste diviser le monde et voilà, c'est tout. Oui, il y a peut-être des astrologues dissidents aussi en Russie. Oui. On ne sait pas si c'est ça. C'est pas un débat sur l'astrologie, je vous rassure, mais sur l'image. Je crois que le portrait qu'Elisabeth Tessier dressait de François Mitterrand n'était pas piqué des hannetons non plus. Voilà. Faut pas oublier. Retour au terrain. Le système de propagande russe. Juste pour la chair à canon, je voudrais quand même ajouter quelque chose, c'est qu'on sait aujourd'hui que sur devant le front des combats, justement, les Russes avancent lentement parce qu'ils ne mettent pas d'infanterie devant. Ils font l'économie de leurs hommes et ils tapent d'abord avec l'artillerie. Ils ont fait l'erreur au départ, ils ont eu des morts et ils ont bien vu que ça allait leur coûter très très cher. Et aujourd'hui, on leur fait le reproche de ne pas avancer très vite. Mais en réalité, s'ils ne le font pas, c'est qu'ils veulent absolument casser le maximum de puissance ukrainienne pour ensuite faire avancer leurs forces et faire le moins de dégâts possible, car Poutine sait très bien qu'un des paramètres de la durée de la guerre, c'est l'acceptation par les familles russes du nombre de morts. Josep Borrell, le représentant de l'Union européenne, était notre invité dans cette même mission il y a quelques semaines. Il disait c'est une guerre d'artillerie pour les Russes. On ne comprendra jamais à quel point leur logique, et ce n'est pas la nôtre, c'est vraiment une logique d'artillerie. Oui, mais Pourquoi ? les guerres précédentes mondiales, on a eu les mêmes. Les pertes, c'était, je crois, 70%. Les pertes étaient dues à l'artillerie, de toute façon. On a un mythe de l'infanterie, du char, qu'on nous a beaucoup vendu. Puis c'est vrai que le char, ça représente toute la force. Mais c'est l'artillerie qui fait les pertes aujourd'hui. Et effectivement, maintenant, mais là, je suis d'accord avec toi, il y a eu un échec militaire de Poutine dans sa stratégie, de croire d'abord qu'il allait gagner comme cela, qu'en face, on n'allait pas se battre, et qu'en fait, il allait mettre, comme ces fantassins, peut-être pas chair à canon, mais il les a mis quand même devant, et il en a perdu beaucoup. Et voilà. Et je crois que cette erreur militaire est très grave, et on pourrait se poser la question de la valeur de l'état-major russe, parce que quand même, un état-major est là pour préparer des opérations, il est là pour quand même limiter plus ou moins les pertes, mais vous avez très justement souligné que finalement, peut-être que dans l'esprit russe, perdre des hommes, c'est pas grave. Et moi, ce qui m'a beaucoup impressionné il y a quelques semaines, c'est ce franchissement du Donetsk, où on a vu quand même un bataillon de chars franchir sans succès finalement et se faire détruire avec 400 morts et un certain nombre de morts, enfin de chars détruits. Mais quand vous avez une de vos équipes qui était sur place, qui est allée voir après, 9 fois les Russes ont essayé de franchir. 9 fois. Quand on pense qu'on essaie de franchir 9 fois un endroit où on se fait matraquer, on se fait descendre et qu'on continue, vraiment on peut se poser une question sur cette mentalité russe d'envoyer les soldats à la mort sans aucun état d'âme et surtout que les soldats obéissent. Et c'est là que je me pose une interrogation sur comment ils y arrivent. Le problème est le mettre de l'autre côté, puisque les Ukrainiens, aujourd'hui, ont à peu près 240-250 000 hommes sur le terrain. Il y a seulement 140-145 000 professionnels à la base. Tous les autres, ce sont des gens qui ont pris les armes, qui ont été recrutés ensuite. Ces gens-là ont le même souci que les Russes avec leurs jeunes volontaires, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas été formés dans la durée, qui ont été formés rapidement. Et on a aujourd'hui des problèmes de fuite, on a des problèmes de gens qui ils ont abandonné des dizaines et des dizaines de chars en partant, etc. On a le même souci des deux côtés. La guerre est de ce côté-là très égalisatrice. Sur l'irruption de la guerre la plus violente dans nos vies, il y a quelque chose de vraiment vertigineux. On vivait dans une génération où on pensait que c'était à peu près passé. Cette forme de guerre-là, en Europe,
sur le territoire de l'Europe. Il y a là quelque chose qui saisit en réalité un peu les opinions aussi. Oui, c'est un véritable choc. Vous savez, quand on dit Jean Monnet a fait l'Europe, on était en train de dire mais vous êtes vieux jeu, l'Europe de la paix il y a longtemps, il n'y aura plus jamais de guerre. Et la première chose que font les gens quand ils vont parler de l'Europe... Je me rappelle, des débats de télévision pendant la présidentielle de 2017 où c'était Marine Le Pen en l'occurrence qui disait arrêtez vos vieilleries, c'est vos vieilleries, c'est complètement etc. dépassé. Maintenant, or on voit à quel point, et c'est pas la question de Marine Le Pen ou pas, c'est une partie de l'opinion qui pensait que c'était fini. Tout le monde le pensait. Les lycéens, je vous dis, Schuman, Monnet, Gasperi, les autres, en disant c'était l'Europe de la paix. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la guerre revient et on pensait que finalement c'était vieux jeu de parler de la paix en Europe. Et donc, oui. En fait, les politiques disaient ça. Mais les généraux n'ont jamais dit ça. Ils ont toujours des... Je vais me permettre de le dire. Le lobby des généraux. Regardez là, ça y est, l'école de guerre. Préparer toujours la guerre, mais ce que je veux dire, c'est que on pensait qu'on était vieux jeu, qu'on était de l'ancienne génération. Moi, j'ai vu les collaborateurs de Jean Monnet. J'en avais parlé avec eux en disant l'Europe, c'est d'abord la paix. J'ai même vu Maurice Schuman, qui était un gaulliste résistant, j'ai eu des discussions avec lui. Oui, mais attention. Vous avez 120 ans, Patrick Martin-Genier. J'étais très jeune quand j'ai rencontré tous ces gens-là, vous voyez. Donc, tous ces gens-là, excusez-moi, c'est une expression. Oh, pardon, ces anciens responsables. Et donc, non, mais il nous disait, attention, la guerre, elle peut revenir à tout moment. Et donc, c'est effectivement un choc pour les nouvelles générations de voir ça. Non, mais la guerre, elle était présente depuis longtemps en Europe. On ne voulait pas voir, on ne voulait pas intégrer cette possibilité. Rappelez-vous, la Syrie, c'est un champ de ruines. L'Éthiopie s'est battue très fortement avec le C'était loin. Soyons francs, pour beaucoup d'Européens de l'Ouest, ça paraissait loin. Pas très loin, Sarajevo. Oui, mais le Kosovo, c'était pas très loin non plus. Et là, les bombardements, ils étaient également assez sévères. J'étais au Kosovo, il n'y a pas autant de destruction que l'on voit aujourd'hui. Ce sont des guerres très limitées et on ne savait même pas trop comment faire. Donc on a fait du mieux qu'on a pu ou du moins mal qu'on pouvait. Oui, c'est ça, du moins mal. Regardez à quel point le bras de fer se joue parfois sur un destin, une vie humaine, celle de ce Britannique qui est décédé, prisonnier en Ukraine. Elie Stern parle d'abord de la réaction à Londres ce soir. Écoutez-la.